Allez, on transitionne. Faut que je vous mette le son. Hop. Salut Arictes, salut Dargos. Les fidèles sont là. Je suis très content de retrouver mon petit Skiros et mon petit Pierre pour. Je sais pas, c'est une simili. Bon, c'est pas une tier list. Hein, je pense que faut bien insister sur le fait que ce sont pas forcément nos 10 livres préférés qu'on va présenter ce soir. Enfin, en tout cas pour moi. Pour moi, c'est pareil, hein. C'est Ok, des bouquins qui m'ont voilà. marqué, mais c'est pas des bouquins que Voilà, je préfère. c'est 10 livres parmi d'autres dont on conseille la lecture. Moi, à titre personnel, la première condition, et non des moindres, qui plus outre, c'est que ce sont des livres dont je parle pas dans mes présentations, en tout cas pas encore, pour les miens, hein, parce que pour les vôtres, il y en a certains dont je parlerai. Parce que j'ai pas eu l'occasion de les relire, parce qu'ils sont trop gros. Avec mon rythme de travail, c'est pas faisable. Donc voilà, retenez l'idée que moi j'ai tenté, mes collègues ont décidé autrement, mais moi c'était surtout pour pallier pour le moment un travail que je peux pas faire autrement. Donc voilà, c'est pas nos goûts définitifs, ce sont pas des obligations de lecture, prenez ça comme des ouvertures sur les possibilités que la littérature recèle, et c'est le témoignage aussi de la multiplicité des goûts, hein, selon le lecteur, même si on se retrouve sur certains. Même si aussi on n'a pas pu éviter la vanité, je pense, de mettre des classiques, on en a tous mis. On se rassure avec des œuvres. Voilà, on se rassure avec des œuvres que tout le monde connaît. Hein. On peut pas se tromper sur la valeur. Et puis on a mis un paquet de bouquins, donc peut-être qu'on se fera une autre édition un de ces jours. Hein. Il y a tellement de livres dont on peut parler. Donc voilà, très clairement, je me fais pas le porte-parole de mes compagnons, même s'ils partagent mon analyse. Ce ne sont pas nos 10 livres préférés, ce ne sont pas 10 livres que vous devez impérativement lire, hein, vous vivrez très bien sans. Moi j'ai essayé de choisir quelques œuvres un peu moins connues, non, c'est plutôt des livres qui, par certains aspects, possèdent une originalité, ou qui m'ont touché en tout cas, voilà, c'est un peu le hasard. Et puis d'ailleurs c'est rigolo, j'ai vu dans votre liste à tous les deux, j'ai exactement 3 livres que j'ai lus et un que je présenterai. Pile poil, pour tous les deux, la même chose, voilà. Donc on va faire dans l'ordre. Ouais, c'est beau, hein, t'as vu ça, le jeu de l'amour et du hasard. Donc on va faire dans l'ordre alphabétique, hein. Je vais mettre la couverture à chaque fois, j'ai préparé pour vous. Donc ordre alphabétique des pseudos, donc Pierre, Skiro, Supernanos, on est parti. Le PSU. Le fameux. Le fameux, voilà. Donc, Encore un plan pourri de l'administration. voilà, tout à fait. Donc voilà, hein, on se laisse entre, je sais pas, 2, 3, 4 minutes pour parler d'un bouquin. On va essayer de faire ça en 1h30, un peu plus maximum. Donc voilà, allons-y. Allez, on commence par toi, Pierre, avec ton espèce de borgne portugais. Allez, c'est parti. Borgne portugais. Donc je commence pour vous présenter les Lusíadas de Luís de Camões, donc en version originale Os Lusíadas. Donc les Lusíadas, c'est une épopée au sens homérique du terme, hein. C'est vraiment l'inspiration principale de Camões. C'est vraiment incontournable dans l'histoire portugaise. C'est leur héros national, c'est Camões. On dit la, la langue de Molière, la langue de Shakespeare, et c'est la langue de Camões pour le portugais. Donc, à travers, il se fout de ma gueule, c'est pas très aimable. Oh putain, ouais, mais cet accent d'enculé. C'est beau. Ah bah, on apprend comme on peut. C'est beau, vas-y. Donc, cette épopée célèbre les exploits des navigateurs portugais au XVIe siècle, donc notamment Vasco de Gama, et la découverte de la route des Indes. On mélange à la fois dans cet ouvrage histoire, donc là on suit la route de Vasco de Gama à travers l'Afrique, les Indes, etc. La mythologie, puisqu'on a à la fois Dieu, donc le Dieu catholique, mais aussi les dieux grecs qui interviennent dans l'histoire, donc vraiment dans cette filiation homérique de l'épopée, on a les déesses, les dieux, notamment... j'ai oublié, merde. Bon, on a les déesses et les dieux qui interviennent, et une sorte de proto-nationalisme portugais. En effet, on a une œuvre qui suit la tradition des grandes épopées, donc l'Iliade et l'Énéide, ou encore, pour du côté français, la Franciade. On est vraiment dans cette période au XVIe siècle, on essaye de créer un roman national. Elle offre une réflexion sur le destin, donc le fameux destin à la portugaise, qui est assez prégnant dans la culture portugaise, cette idée de destinée, on ne peut rien faire contre, sur l'héroïsme des héros portugais, et sur les ambitions impériales d'un Portugal qui, au XVIe siècle, vit sa destinée manifeste de colonisateur génial du monde. C'est le découvreur du monde, et c'est ceux qui doivent civiliser le monde extérieur à l'Europe.
Donc on a un style poétique, hein, c'est en vers. Je ne vous conseille pas, même si vous parlez le portugais, de le lire en version originale, parce que c'est du portugais en vers du XVIe siècle. Donc même quand vous bitez 2-3 mots de portugais, c'est illisible. Mais la version française, notamment celle-ci, que j'ai lue, est est plutôt bien traduite, très lisible, extrêmement agréable à lire. Donc, on a un style poétique assez raffiné, hein, on est au XVIe siècle, avec des descriptions extrêmement grandioses de l'Afrique, de l'arrivée à Madagascar, de l'arrivée aux Indes, et je pense que tous ces éléments, notamment, en font un des chefs-d'œuvre de la littérature universelle. Enfin, pour le dernier point sur ce livre, lire les Lusíades, c'est plonger dans un moment clé de l'histoire, qu'il soit une histoire maritime, une histoire civilisationnelle de l'Europe, et comprendre l'âme du Portugal, qui est assez méconnue aujourd'hui. On pense plus, quand on pense au portugais, on pense au maçon qui vient refaire votre mur, alors que c'est un peu plus que ça. On a la religion qui est prégnante, l'amour qui est prégnant, et l'aventure, le désespoir de jamais revenir au pays perdu. C'était le premier livre que je souhaitais présenter. Ça a l'air très intéressant. Moi, le seul truc qui me retient, c'est vraiment les livres de cette époque. Je suis désolé, d'un point de vue stylistique, c'est un enfer, quoi. Les rares que j'ai lus. Là, vu que tu as une traduction, tu perds un peu cet effet très daté du style. Et en même temps, c'est une épopée, mais c'est une épopée assez courte. Le livre, l'édition dont tu as mis la couverture, fait 250 pages. Sachant D'accord. qu'une page sur deux est en portugais, une page sur deux est en français. D'accord, non, mais c'est bien de le préciser aussi. C'est peut-être l'omission qu'il y a, c'est de dire peut-être effectivement quelle est la dimension du bouquin, parce que c'est vrai que bon, moi je suis de toute façon traumatisé par le Roland Furieux, hein, donc plus jamais je lirai un truc de ce siècle-là, c'est mort. Moi aussi, hein. Ah non, je peux pas. Mais il n'empêche que ça doit être effectivement intéressant. Mais c'est peut-être bien de dire effectivement quelle est un peu la dimension du bouquin en termes de taille pour peut-être orienter un peu, parce que moi je m'attendais, tu vois, à un truc ignoble de 1500 pages, quoi, où le mec te tartine des trucs portugais Contrairement pendant à la 4 ans. Franciade où c'est illisible. La Franciade c'est illisible parce que ça fait 700 pages, le style est insupportable, au bout de 30 pages t'as envie d'arracher le bouquin. Là on est vraiment, je pense qu'il y a le double effet à la fois c'est un livre assez court finalement, et de la traduction qui fait que c'est tout à fait lisible pour un individu du XXIe siècle qui a plus de 80 QI, quoi. Ok, cool. Allez, on transitionne. On peut passer... Ouais. Il y a un petit décalage hein, quand je mets les images, t'inquiète, hein, tu peux y aller. Journal d'un curé de campagne de Georges Bernanos, donc que vous connaissez sûrement, notamment, que vous connaissez tous les deux, je pense. Oui, un petit peu. Non, parfaitement inconnu. Un petit peu. Parfaitement inconnu. Je sais pas qui c'est. D'ailleurs, il est dans ma liste. Donc, qui est publié en 1936 par Georges Bernanos. Journal d'un curé de campagne est un roman qui suit le parcours d'un jeune prêtre dans une paroisse rurale française qu'on peut penser être dans l'Artois, dans le nord de la France. Donc ce jeune prêtre va aller à travers son journal, il va dévoiler ses doutes, ses souffrances et sa quête de foi face à l'indifférence et à l'hostilité des villageois. Il arrive dans un univers qu'il ne connaît pas, la campagne du nord de la France, et il découvre que finalement, ceux qui pensaient être ses ouailles sont plus que réticents à l'accepter. On a une réflexion sur la grâce, sur l'humilité, sur le sens du sacrifice. On a un style bernanosien, si je puis me permettre ce barbarisme, donc assez toujours très simple, toujours épuré dans tous ses ouvrages, mis à part peut-être Sous le soleil de Satan que je trouve un peu moins bien écrit. Ah ouais, c'est pas une lecture facile, hein, Sous le soleil de Satan, vraiment. C'est le premier Bernanos que j'ai lu et je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Je pourrais jamais lire ça. Et en fait, bon, après il y a d'autres. Mais je sépare les deux entre le pamphlétaire et le romancier, mais peu importe. Vas-y. Mais oui, il est dur. Quand c'est un journal d'un curé de campagne, ça se lit très facilement. C'est comme les nouvelles histoires de Mouchette. C'est pareil, c'est des livres qui se livrent extrêmement facilement, au cas où, parce que Bernanos, c'est un grand nom, ça peut faire peur. Donc lire ce roman, c'est une méditation, puisque c'est écrit à la première personne, en focalisation interne. On a vraiment une méditation sur la condition humaine et la foi chrétienne, hein. Les deux sont en ambivalence tout le temps, qui est, je pense, porté par l'un des plus beaux styles de la littérature française et par l'une des phrases qui m'a le plus marqué dans l'histoire de la littérature,
qui est l'enfer, c'est de ne plus aimer. Je trouve que c'est la plus belle phrase de la littérature française. Bon, pour donner une idée niveau dimension, je crois que le roman fait 300 pages, 350 pages maximum en version poche. Je sais plus, je peux pas Comme je dis, t'aider. c'est une lecture extrêmement limpide, qui se lit rapidement. En une semaine, vous l'avez plié si vous tombez dedans. Donc, à conseiller, entre autres, livres de Monsieur Bernanos. Ouais, il y en aura d'autres, et puis j'en présente un aussi, un autre, je présente Monsieur Wynne dans les fiches de lecture, mais oui, oui, il y en a d'autres, et ouais, on y reviendra. Mais oui, c'est un bon choix, ouais, c'est un bon bouquin. Allez, continuons. Penser à du plus lourd et du plus chiant à lire. Oh la vache, putain, quel enfer. Les Pensées de Pascal. Cours. Les Pensées de Pascal, vous êtes sur une œuvre majeure de la philosophie et de la théologie au XVIIe siècle. Pascal meurt en laissant tout un tas de carnets. Et si je dis pas de bêtises, je l'ai pas préparé, j'aurais dû le noter. Je crois que c'est sa sœur qui prépare ces carnets et qui en publie le résultat. C'est les pensées. Donc il faut vraiment se rendre compte que les pensées de Blaise Pascal, c'est pas vraiment les pensées de Blaise Pascal. C'est les pensées de Blaise Pascal remises en forme par sa sœur. On a un recueil fragmentaire et qui explore des thèmes universels, la condition humaine, la foi, le doute, la raison. Pascal, il développe notamment le célèbre pari, donc qui est un argument en faveur de la croyance en Dieu, mais aussi la théorie du divertissement, la fameuse maxime un roi sans divertissement serait l'homme le plus malheureux du monde. On a un style à la fois incisif et poétique qui, malgré la puissance des thèmes et parfois un peu faut se casser la tête sur certaines pages, ne rend la lecture jamais ennuyante parce que vous avez à la fois un style magnifique. Je pense que c'est l'un des plus beaux styles de la littérature française et en même temps une réflexion intense. À tel point que l'ouvrage, quand je faisais mes études intelligentes avant de partir autre part, on l'étudiait beaucoup plus en lettres modernes, donc en littérature, qu'en philosophie. Puisque le style est juste supérieur à 99,9% de ce qui a été fait à travers l'histoire. Donc on a à travers une réflexion profonde sur la misère et la grandeur de l'homme, sur son rapport à Dieu, les pensées par une lecture exigeante, faut pas se croire qu'on peut lire ça sur la plage entre deux bains de soleil, permet de se rapprocher d'un idéal chrétien, français, européen, un peu au-dessus de ce qu'on a l'habitude de vivre chez nous. Donc si vous cherchez dans le rapport à Dieu, par exemple, c'est une cathédrale littéraire qui est d'une grande aide et qui permet de s'élever, que ce soit artistiquement, via le style, spirituellement et philosophiquement, via la couche en dessous du style. Bien, jamais lu. Tu l'as lu Tu l'as lu, Skiros? Bah des extraits, comme tout le monde Ah en bah philo, oui, des tous les trucs gens comme qui ça, sont, tu tous les vois. gens qui sont allés à l'école, effectivement. Mais non, Voilà, tu vois, mais en entier ou ça, genre c'est le genre de choses où je me dis c'est comme Kant ou Nietzsche, tu vois, sur des trucs où je me dis ouais, c'est trop quoi, c'est trop gros, c'est un jour peut-être, hein. Un jour peut-être, mais parce qu'il y a plein de questions enfin ça soulève plein de trucs, enfin dire déjà une œuvre majeure de la philosophie du XVIIe siècle, non, c'est juste une œuvre majeure de la philosophie. Mais c'est colossal comme morceau quoi. Non mais c'est bien, je me sens moins seul. Mais c'est trop quoi. C'est genre faut faire des choix dans la vie et j'ai choisi d'autres choses quoi. Exactement, il faut choisir ses combats. Allez, vas-y, enchaîne Pierrot, enchaîne-nous sur ton fétiche. Ses marottes, je passe forcément par la mienne. Skiros va en présenter un aussi. D'ailleurs, je sais pas si t'as filé sa liste, mais... Si, okay. Nous sommes filés de liste. On s'est filé nos listes pour éviter de doubler. Partager. Ouais, ok, en effet, ouais, c'est mieux. Voyage au bout de la nuit, de Louis-Ferdinand Céline, le plus grand roman de l'histoire du monde. Publié en 1932. Voyage au bout de la nuit est le premier roman de Louis-Ferdinand Céline. C'est un roman, c'est plus qu'un roman, c'est quelque chose de traumatisant, je dirais. Il plonge le lecteur dans une vision crue et désenchantée du monde, à travers le parcours de Bardamu, qui est un peu le double littéraire de Louis-Ferdinand Céline. On découvre les horreurs de la guerre, la désastreuse aventure coloniale, l'aliénation du travail, la solitude des grandes villes américaines, le retour au pays et le désenchantement suite à ce retour à un pays fantasmé. Quand on parle du voyage au bout de la nuit, on parle
toujours du style, ce qui est normal, puisque c'est un style révolutionnaire. Hein. Comme disait Céline, il n'y a que 2 styles par siècle, et il faisait partie du style de son siècle, qui est marqué par le langage parlé et une magicalité unique. Hein. Vous avez un juron qui est suivi d'un imparfait du subjonctif au poil, et qui donne une force au récit qui est inédite dans l'histoire de la littérature. Ce livre est une plongée dans les ténèbres de l'âme humaine, et en même temps, vous avez toujours une petite pointe d'espoir. C'est pas un ouvrage misanthrope du tout, contrairement à ce que certains croient. Vous avez toujours une petite pointe d'espoir, que ce soit en Afrique, que ce soit à la fin, lorsque Robinson et Madelon, des personnages, meurent. Vous avez toujours une petite pointe d'espoir qui reste, et qui permet de suivre le roman sans tomber en dépression complète. Lire Voyage au bout de la nuit, c'est à la fois affronter la vérité brute de la vie, de l'existence, l'absurdité des hommes, et en même temps garder cet espoir de vitalité qui permet de traverser ces épreuves pour en faire quelque chose de mieux, faire un monde meilleur, et en tout cas faire un univers personnel plus agréable pour soi. Ma foi. Non, mais c'est un immense livre, il n'y a aucun doute sur le sujet. Non, il n'y a pas de débat sur Céline, sur la qualité de Céline, même si sur la fin, effectivement, sa parodie de style devient... La dernière période est un peu compliquée, je trouve. Ah, dis donc, effectivement, le style devient télégraphique, quoi. C'est compliqué. Tu pourrais faire un livre de 40 pages et il en fait 300. Mais non, c'est un livre immense, il n'y a aucun doute là-dessus. Et écrivain immense. Hein. Tout à fait. Sur au moins la moitié de ses bouquins. Ah oui, non, mais tous sont très bons, hein, mais disons qu'il y a une... C'est très étrange d'atteindre quelque part presque la perfection au premier coup, et ensuite de se répéter, c'est pas tout à fait sur la forme et le fond, mais voilà, c'est pas forcément, je trouve pas que le style s'affine avec le temps. Mais peu importe, c'est mon opinion, on s'en fout. Les mauvaises langues diraient que ça tourne un peu en rond sur la fin. C'est possible, même si d'un château l'autre reste un livre magnifique, voilà, ouais, c'est possible, ouais. C'est probable même. Je pense que certains mettent Mort à crédit devant, mais je suis moins sensible à Mort à crédit qui m'a un peu déçu, à vrai dire. Mais bon, peu importe. Allez, vas-y, enchaîne-nous sur on en parlera tout à l'heure de Mort à crédit. Des trucs de Schnaau. Alors, note de ma cabane de moine, puisque on va pas faire que des classiques. C'est un classique, mais un classique peu connu. Donc, c'est un ouvrage de Kamano Shomei. Il est écrit au XIIe siècle par Kamano Shomei, qui est un moine. C'est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature japonaise et de la pensée bouddhiste. C'est un court texte, ça fait vraiment une quarantaine de pages, je pense. Il y a un court texte autobiographique qui relate la décision de l'auteur de se retirer du monde pour vivre dans une simple cabane en quête de sérénité. Kamano Shomei était un notable local qui avait ses problèmes de notables locaux du temps du Japon médiéval du XIIe siècle. Et suite à tout un tas de traumatismes, il décide de se retirer. Est-ce qu'il rencontre un samouraï Est-ce qu'il rencontre un samouraï noir ou pas? Ça, c'est la vraie question. Samouraï noir et des samouraïs lesbiens? Non, je ne sais pas, c'est pas écrit. Ah, mince. Ça nous aurait aidé, ça, dans notre recherche historique. Par contre, il décrit les catastrophes de son époque. Les séismes, les famines, les incendies, les massacres, tout ce qui fait du Japon médiéval le Japon médiéval, j'ai envie de dire, et du Japon le Japon, de façon plus générale. On est vraiment une prose poétique, méditative, dans le style typiquement japonais. Et cette dualité entre cet homme reculé dans sa cabane et les catastrophes continuelles de son époque lui permettre de réfléchir sur l'impermanence de toute chose. Toute chose part, rien ne reste. Donc on a un récit qui se lit extrêmement bien, malgré presque les 10 siècles qui nous séparent de lui. On a une réflexion profonde sur à la fois l'harmonie des choses, pourquoi ce qui se passe, pourquoi ce qui doit se passer se passera, et avec la nature. Le recul dans la cabane, dans la forêt, on a quelque chose de mystique, finalement, et de refus du monde face à ses malheurs, en quelque sorte. Comme j'ai dit, c'est un peu le... C'est un peu le Valdon ou la vie dans les bois du Japon, quoi, à 700 ans d'écart. Ouais, c'est un peu ça. Okay.
Je pense que vous ne l'avez pas lu, c'est le genre de truc que personne non, ne lit. Je n'en ai. C'est le seul, je crois, des. 1, 2, 3, je regarde. Ah non, il y en a un ou deux que je connaissais pas chez Skiros non plus. Mais c'est le seul de ta liste que je connaissais pas du tout. Mais jamais entendu parler. Et je vivais très bien sans le savoir. C'est très bien. Tu vivras encore mieux en le sachant. C'est pas faux. On passe à un autre monument de la pensée. Ah oui, je le présente d'ailleurs celui-ci. De droite française. Les Déracinés de Maurice Barrès. Il est publié en 1887 par Maurice Barrès. Les Déracinés est le premier tome de la trilogie Le roman de l'énergie nationale, avec L'appel du soldat que je n'ai pas lu, et Leur figure, qui est une critique acerbe du parlementarisme et de la corruption de la Troisième République. Et ça, c'est vraiment de la bombe. Pour moi, Leur figure, c'est presque son deuxième meilleur ouvrage après Les Déracinés. C'est vraiment du top. Donc, pour revenir à notre sujet, on a un roman qui explore l'impact de l'éducation sur l'identité sur l'identité et le destin des jeunes lorrains arrachés à leur terre natale pour étudier à Paris. À travers leur parcours, Barrès illustre sa théorie du culte des racines, la fameuse maxime « la terre et les morts font la nation », et critique l'instruction républicaine et jacobine qui éloigne les individus, leur héritage culturel, en les poussant à la perversion, pour finir par le meurtre à la fin du roman. Donc, en tant que pauvre ch'timi débarqué de sa pauvre province pour vivre dans le grand bouillon parisien, on s'y retrouve un petit peu dans cette idée de l'arrachement à la terre natale pour se retrouver dans quelque chose qui n'a plus aucun sens pour vous. Vous finissez à Paris, Paris, qu'est-ce que c'est Paris? C'est tout et c'est rien en même temps. Vous avez vraiment cet arrachement. On a une réflexion profonde sur l'enracinement, le patriotisme, la crise des valeurs. On a un style assez lyrique, on part souvent dans les très hauts, qui a engagé également, il défend sa thèse à travers son roman, qui en fait une lecture assez marquante. Le génie est de réussir à être intemporel. Et comme dit plus tôt, je me retrouve vraiment beaucoup dans le personnage de Françoise Turel, donc un siècle et demi presque maintenant. Ah oui, tu te sens proche, tu sens proche de Turel, toi. Je sais pas, cette idée de mec complètement déraciné, qui sait plus où il est. Ah, mais pourquoi pas, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais ouais, pourquoi pas. Il est un personnage, enfin je sais pas, oui, vas-y, ça roule. En quelque sorte, c'est pas le point, mais le point est que ce livre, un siècle et demi plus tard, est toujours actuel, et permet toujours de comprendre son époque. Donc je pense que c'est ce qui en fait un chef-d'œuvre, c'est vraiment la portée de la réflexion qui s'étend sur un siècle et demi de temps. Concernant le format, c'est un bon petit pavé. Ah oui, c'est un pavé, ouais, effectivement, ouais. C'est un bon petit pavé, c'est pas désagréable à lire, mais ça prend un peu de temps quand même. Mais que je conseille évidemment, c'est un super bouquin. Super bien écrit, en plus d'être très intéressant intellectuellement. Ouais, je suis pas sûr que... clairement, là, je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, je sais pas s'il a encore... C'est pas qu'il a perdu de sa pertinence, il l'a toujours, mais je sais pas si c'est un roman qui intéressera... je le présente, donc bon, tant pis, j'en ai rien à foutre, mais je sais pas si ça intéressera encore beaucoup les gens. Barrès, ça a quand même vachement perdu de son actualité. C'est pas un écrivain oublié du tout, mais c'est quand même quelqu'un qui a perdu beaucoup de son actualité avec... il est quand même très Troisième République, donc c'est vrai que c'est un peu... malgré une postérité, une influence incroyable. Ouais, aujourd'hui, je sais pas. Relative, hein. Ouais, aujourd'hui, je sais pas. Pour le temps, c'est pour le temps, mais pour le temps, enfin, c'est un écrivain immense du temps, mais vraiment immense. C'est le prince de la jeunesse. Probablement le plus grand, quasiment. Enfin... de cette période-là, oui, un des plus grands, ouais. Post-Hugo, ouais, un des plus grands, ouais. Mais je sais pas, je sais pas si ça intéressera encore les gens de suivre ces aventures-là. Je sais pas si l'optique du déracinement tel qu'il était vécu à cette époque-là a encore beaucoup d'écho aujourd'hui. On l'a tous vécu, on se retrouve tous, nous les provinciaux, et moi d'autant plus en tant que Lorrain aussi, mais balancés dans la grande ville, mais je sais pas, moi j'y vois d'autres choses sur l'amitié, sur des valeurs, il y a d'autres choses qui m'ont marqué dans le bouquin. Mais bon, j'aurai l'occasion d'en reparler. Mais oui, c'est un très bon livre et un très bon choix de Pierre, une fois de plus.
Allons-y. Voilà, alors là on va... méchant. Oh aïe aïe, on va avoir des... C'était qui? C'était Ou gentil, ça dépend. C'était ce bon vieux Jean-Marie qui courait tout nu dans l'acropole en hurlant du Brasillac. Oula, Je ça te jure, dérape. c'est vrai. Non, je te jure, c'est vrai. Bah, c'est son écrivain fétiche. Hein. Ça, c'est pas très étonnant, On mais. est sur, les gentils ou les méchants, ça dépendra de vos convictions. Ah bah Poème de c'est... Fred, Ouais. de Robert Brasillac. Les perdants, on va dire. Les perdants, ouais, c'est les perdants. perdants. Vaincu dans la défaite. Hein. Ouais, exactement, toujours. Ça, toujours. Ce qui fait être de droite, invaincu dans la défaite. Cet ouvrage, est écrit en prison, avant l'exécution de l'auteur en 1945. Ça vous pose le contexte. Les poèmes de Fresne, de Robert Brasillac, sont le témoignage en forme plus ou moins versifiée de ces derniers jours. Donc, il est condamné à la mort, à la libération pour intelligence avec l'ennemi, ce qui peut se comprendre. Et malgré la pression d'une bonne partie des milieux intellectuels... Ouais, ça se discute. Hein. Même le motif de... Enfin bon, bref, j'en avais parlé dans le motif de condamnation et... Oui. Et voilà, il a un certain sens. On peut pas dire qu'il était résistant. Non, ça c'est une certitude. Non. Ça, c'est une certitude, il n'était pas... Et pourquoi lui et pas d'autres bon, bref. Ah, ça c'est le grand débat, ouais. J'allais y venir. L'exemple. Il est condamné à mort à la libération, et malgré la pression d'une bonne partie des milieux intellectuels français, pour sa grâce, y compris des personnes issues de gauche, de la résistance, qui voyaient un écrivain superbe, ce qu'il est, De Gaulle refusera de commuer sa peine en prison à perpétuité, et il sera finalement fusillé, donc en 1945, après son procès. L'ouvrage est marqué par une grande sobriété, par rapport à la mort, qui est quand même quelque chose de dur. Vous savez que vous allez mourir, vous savez l'heure, le jour, presque la seconde à laquelle vous allez mourir, et on ressent la sobriété, à la fois une grande sobriété de la part de Brasillac, et en même temps une mélancolie. Les différents poèmes expriment ses regrets, ses souvenirs et son rapport à la mort. Il offre une réflexion intime sur son destin, sur la solitude et sur l'acceptation de l'inéluctable, sans renoncement aucun sur ses idéaux. Il l'a toujours dit dans l'ouvrage, il le dit toujours qu'il était d'accord avec lui-même jusqu'au bout. Quelle que soit l'opinion sur l'auteur et sur son engagement politique, ces vers frappent vraiment par l'humanité et la force tragique qu'il vous impose. On se met dans la peau d'un homme qui va mourir pour ses idées, qu'il le sait, qu'il l'accepte et qui le couche sur le papier. Lire les poèmes de Fresne, c'est approcher l'émotion brute d'un homme face à son sort, chose qu'on ne saura jamais avant qu'on y soit, à travers une poésie extrêmement simple, même pas 60 pages, 70 pages peut-être, de poèmes qui ne sont pas non plus d'une grande complexité, mais qui sont vraiment magnifiques en termes d'émotion. C'est l'art c'est l'émotion, et elle vous fait passer tout un tas d'émotions, ce recueil. On a vraiment... Il n'y a pas mieux que de... Comment dirais-je, d'avoir des gens qui ont cette capacité qu'on n'a pas tous et que très peu de gens ont, de mettre les mots sur des émotions qu'on sera peut-être amené à vivre et on va tous mourir un jour, hein, ça c'est une certitude. Et c'est vrai que c'est la force de la littérature que d'avoir ces références-là, de gens qui sont capables de mettre ces mots sur ce que l'on vit tous et qui sont des leçons... et qu'on n'est pas capable d'exprimer, qu'on a dans le sang, mais qu'on n'a pas forcément la capacité de restituer. Donc moi j'ai lu des morceaux, tiens, comme Orictes, mais j'ai jamais lu en entier, et ouais, un jour je le lirai, ouais, ça doit être très très bien, ouais. Non mais, là, j'ai fait un tour là, juste pour voir la pétition qu'il a. Je savais qu'il y avait une pétition pour le défendre, et j'ai rien qu'à voir la liste des noms, c'est... Tirer une tribune de Libé, c'est fantastique. Ah mais enfin c'est le cas de étonnant. Sa mort est étonnante. C'est le cas de tous les écrivains condamnés. J'en aborderai un dans ma liste. Tous ont pu bénéficier du soutien de leurs confrères. C'est même pas que c'est étonnant, mais c'est que ça en dit long sur leur époque et sur la nôtre. Vraiment sur cette confraternité intellectuelle et sur le statut de l'écrivain, alors que c'est des gens qui ont vécu
comment dirais-je, des écarts bien plus importants que ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y a des types qui ont risqué leur vie dans le maquis. Voilà, c'est ça. Alors que Brasillac, dans ses journaux, les voue à la mort, hein, très clairement. Si ce n'est nominalement, en tout cas en tant que confrère, quoi. Donc je trouve que ça en dit assez long sur effectivement cette époque et la nôtre. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui il y ait beaucoup de gens qui prendraient le risque de coucher leur nom pour sauver un confrère d'une opinion contraire, alors que les divisions sont quand même vachement plus apaisées aujourd'hui. Enfin, c'est des divisions idéologiques qui n'ont aucune répercussion réelle, quoi. Bref, ma foi. Sur quelque chose de beaucoup moins polémique, Illusion perdue d'Honoré de Balzac, de beaucoup moins polémique et de beaucoup plus long. Ah oui, On est sur on est sur un roman publié entre 1837 et 1843. C'est la fameuse mode du 19e siècle de publier ses romans dans des journaux. Ce qui fait qu'on allonge. Ce qui fait que le roman fait 850 pages, si mes souvenirs de prépa sont bons. C'est long. Mais ça n'en fait pas moins une œuvre majeure. Donc, Illusion perdue d'Honoré de Balzac est pour moi, et pour beaucoup, je pense, le chef-d'œuvre de la comédie humaine. Et l'ouvrage explore l'ascension et la chute de Lucien de Rubempré. Lucien de Rubempré, jeune homme de province, qui monte à Paris pour réussir dans l'écriture, dans le journalisme. C'est un roman d'apprentissage, en quelque sorte, qui nous plonge dans les rouages impitoyables de la société du 19e siècle, entre la province et Paris. Il nous montre la corruption qui sévit au sein du journalisme, les illusions du succès et les sacrifices que l'on doit faire au profit de son ambition, pour au final rien du tout et finir plus bas que d'où on a commencé. À travers le réalisme saisissant que Balzac parvenait à montrer à ses lecteurs, et une analyse assez fine des mécanismes sociaux. Bon, la citation est connue, mais Marx disait qu'il fallait lire Balzac pour comprendre la société de son temps. Balzac dresse un tableau universel des espoirs et des désillusions humaines. Lire Illusion perdue, c'est découvrir une fresque magistrale sur le pouvoir, l'argent et la fragilité des rêves. Ce sont des thèmes qui sont encore aujourd'hui transposables, hein, bien que forcément le contexte d'écriture fait que on est au XVIIIe siècle, dans le petit Paris du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, si vous souhaitez monter très haut, vous pouvez également, du XIXe siècle, pardon, vous pouvez également sentir un peu les mêmes sentiments, ressentir les mêmes sentiments que Lucien de Rubempré à la fin de son roman. Mais on est effectivement sur un gros pavé. Hein. De toute façon, sur un été, ceci. Je l'avais dit dans la toute première présentation que j'avais faite, si Marx disait ça de Balzac, de toute façon, en règle générale, il faut lire des romans. Le roman avait compris Marx avant Marx, tout ce que vous voulez en termes de sociologie, Durkheim avant Durkheim, et tout ce que vous voulez qui s'ensuit, l'économie avant l'économie, et tout ça. Il y a toute une partie du monde qui a été compris par la littérature avant de l'être par les sciences sociales. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par tous les arts au sens large, hein, à mon sens, mais particulièrement la littérature. Ah bah oui, un petit peu plus que les autres en termes de développement d'idées, c'est un petit peu plus simple qu'une sculpture et qu'une peinture, mais tout à fait. Mais oui. Mais ça dévoile quelque chose de plus. Mais sinon, oui, on passe à plus court. Allez, vas-y. Enchaîne. Avec Terre des Hommes d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est l'un des plus beaux romans. Bref, moi, je dis ça à chaque fois, mais qui est un roman que je prends en trip. Ah, c'est normal, c'est le but du jeu, je pense. Publié en 1939, Terre des Hommes d'Antoine de Saint-Exupéry est un récit qui mêle souvenir d'un pilote de l'aéropostale et réflexion philosophique sur ses souvenirs. Donc à travers ses aventures aériennes, dans l'aéropostale, que ce soit au Sahara, dans la Cordillère des Andes, l'auteur célèbre le courage, l'amitié et la grandeur de l'homme face à l'adversité. Que ce soit donc, les sommets de la Cordillère des Andes, l'immensité du Sahara. Son écriture poétique offre une méditation sur la fraternité. Il met en lumière la beauté du monde, mais aussi la responsabilité de chacun envers les autres. C'est pas souvent Antoine de Saint-Exupéry est malheureusement résumé au Petit Prince. C'est pas uniquement découvrir, c'est être responsable de sa découverte. Lire Terre des Hommes, c'est s'élever avec Saint-Exupéry pour mieux comprendre ce qui fait la valeur et la dignité de l'existence humaine.
l'incipit de l'œuvre, les 2-3 premières pages de présentation, sont pour moi l'un des plus grands incipits de l'histoire de la littérature, avec une phrase qui m'accompagne depuis que j'ai lu ce livre à 14 ans, qui est dans la première page de l'ouvrage: l'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle, qui est une maxime qu'on peut se répéter tous les jours pour parvenir à nos fins et notre ambition, quelle qu'elle soit. Ce livre nous permet de réaliser nos ambitions, quelles qu'elles soient, en fait. Et c'est quelque chose, c'est un petit bouquin qu'on peut relire tous les ans facilement en 2-3 jours, et qui, je pense, permet d'avancer, surtout quand vous êtes assez jeune et que vous êtes un peu perdu. C'est un livre qui permet de réussir là où on aurait peut-être échoué sans. Très bien. Allez, enchaînons. Suivant, mon capitaine. Eh oui, suivant. Il faut enchaîner, mon ami. Péléas et Mélisande, de Maurice Maeterlinck, pas en Belgique. Oh là là, encore des trucs du Nord, putain. Péléas et Mélisande, publié en 1892 par Maurice Maeterlinck, est une pièce symboliste qui explore l'amour, le mystère et le destin dans un contexte du Moyen-Âge fantasmé des romantiques et des symbolistes. On est à cheval entre Tristan et Iseux et l'histoire de Perceval et de Guenièvre. Là, c'est le contexte. À travers une atmosphère envoûtante et un langage poétique, le salopard, il écrivait sacrément bien, l'œuvre raconte l'histoire d'un triangle amoureux tragique entre Péléas, Mélisande et Golo. On est loin du théâtre classique. L'œuvre privilégie les silences, les non-dits, les émotions suggérées, et crée une sensation d'étrangeté et de fatalité sur ce triangle. Dès le début, on sait ce qui va se passer, c'est une tragédie assez classique finalement, on sait ce qui va se passer, et ça va se passer. C'est plus, là je vais enlever le côté réflexion, mais on est plus sur de l'émotion pure en quelque sorte. J'ai pas vraiment réfléchi sur l'œuvre, mais c'est vraiment sur le ressenti qu'on a eu de l'œuvre qui en fait quelque chose de grand. À signaler qu'elle se joue en ce moment à l'Opéra Bastille. Je sais pas si c'était terminé, parce que je l'ai vu il y a un mois maintenant, mais il le joue à l'Opéra Bastille, et que c'était vraiment sublime en opéra sur une musique de Debussy. Donc si vous avez l'occasion d'aller le voir, si vous habitez sur Paris, et que vous avez l'occasion d'aller à l'Opéra Bastille le voir, il faut y aller. Parce que Debussy c'est quelque chose, Maeterlinck c'est quelque chose, et quand tout ça est mis ensemble, ça fait quelque chose de grand d'un point de vue émotionnel. Voilà, c'était la liste de mes 10 livres, plus ou moins importants pour moi, pour l'histoire de la littérature. Eh bien, ma foi, merci. Et ça fait quelques classiques. Et c'était très intéressant, nous avons un choix divers et variés, un panachage important. Dans le temps et les lieux, l'espace et les styles. Ok, bon bah cool, nickel. Et ben on va passer à notre deuxième compère, notre petit Skyros. Allons-y. Et enchaînons tout de suite avec le perroquet. Le perroquet. Le perroquet. Ce maudit perroquet, donc de 100 ans de solitude, de Gabriel Garcia Marquez. J'ai vu qu'ils en avaient fait une série sur Netflix, dis donc, j'ai découvert ça. Ça me envie. Ah bah personnellement n'ayant pas Netflix ça m'arrivera pas de le regarder mais j'ai vu qu'ils en avaient fait. Ça m'aide pour en fait ça m'aide pour les images, pour ma fiche de lecture en fait, c'est surtout ça. J'irai jeter un œil moi. Mais donc voilà, 68, Gabriel Garcia Marquez, 1968 hein. Gabriel Garcia Marquez qui est un auteur colombien. C'est pas 67. Alors moi j'ai vérifié, c'était 68. Ah c'est possible, c'est possible. Pour moi c'est 68, pour moi c'est comme Sgt Pepper's The Beatles, c'est la même année. Mais bon bref. Je vais m'empresser de vérifier ça. Mais non pas pour... mai 67. Ah bah tiens. J'ai eu il y a pas longtemps, fatalement. Je peux ramener ma gueule, ouais. Mais ok, ça change pas grand chose. Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude, qui est un roman, une fresque de... Je pense que c'est le terme qui est le plus convenu. Presque dynastique, puisqu'on suit toute une famille. Ils portent tous le même prénom, c'est assez particulier. Dans un seul lieu, parce que tout se passe au même endroit, dans le village de Macondo, fondé par le patriarche. Et c'est une œuvre qui va mêler la magie, le surnaturel et des événements réels, donc du pays de l'auteur, la Colombie, mais au plus sens large de toute l'Amérique hispanophone. Ouais, clairement, ouais. C'est un résumé de l'histoire de l'Amérique latine, en fait, pour faire simple, et ça a été écrit comme ça.
Donc c'est vraiment quelque chose d'assez condensé, assez étrange dans le rythme et le style pour le coup, parce qu'il y a quelque chose d'assez déséquilibré dans ce bouquin, mais ça traverse plein de grandes thématiques et particulièrement voilà toutes les spécificités selon Garcia Marquez de l'histoire de ce sous-continent assez particulier avec ses défis culturels, ses instabilités, ses démons, la guerre civile, la pauvreté, le racisme endémique, le surnaturel, bref, quelque chose d'assez dense dans les thèmes abordés. C'est clairement un best-seller, hein, donc, mais moi c'est un bouquin qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai lu, pour espèce de frénésie un peu autour de l'histoire de ce sous-continent qui est pas très bien connu en fait en Occident. Ça c'est vrai, ouais. Ça c'est une certitude. C'est sans doute bon, l'Afrique est à part à cause de l'histoire coloniale, mais de tous les continents, je pense que c'est le plus méconnu. Ouais, c'est vrai que l'Océanie, peut-être pas non plus très connu, Non, mais c'est clair que le sous-continent américain est clairement le truc qu'on connaît le moins. Hein. On découvre à chaque fois, dès qu'on prend l'histoire d'un pays, on découvre toute son histoire et ses événements, et on se rend compte qu'on n'y connaît pas grand-chose. Hein. Ça, c'est une certitude. Ouais, ça, typiquement, c'est la première fois que j'entends parler des bananeraies en Amérique latine et du massacre. La United par exemple. Ouais, et après, c'est des pelotes des fils que tu tires, et le bouquin en a pas mal sur la Colombie et globalement le nord de l'Amérique du Sud. Et voilà, stylistiquement, c'est pas forcément un grand style, un grand livre stylistique, mais ça se lit facilement, c'est pas très compliqué à lire. Ouais, vache, c'est long, mon salaud. Ouais, ça va, c'est pas si long que ça, c'est lent plus que long. Ouais, c'est possible, c'est vrai que tout est dans la moiteur tropicale, c'est long, chaque page. Ah, il y a une ambiance, la découpe à la machette. Une ambiance humide de la sieste de 15h30. C'est ça, mais c'est plus long. Enfin, tu vois, j'aurai l'occasion d'en reparler. Je finis la fiche là, et j'aurais d'autres choses à en dire, mais pas sur la qualité. Je t'ai dit ce que j'en pensais. Et j'ai pas forcément le même avis, mais sur le fond, sur les thématiques, c'est l'Amérique du Sud par capillarité, mais c'est plus que ça. C'est clairement, bien sûr. C'est la solitude, c'est le cycle du temps. Enfin, c'est plein de choses. La répétition centrale. D'où les mêmes noms et compagnie. C'est qu'en fait, les mêmes gens refont les mêmes choses perpétuellement. C'est une. Mais c'est la boucle. Ouais, c'est le livre de la boucle. C'est le livre de la boucle ultime. Dans les noms et dans les faits. Ouais, ça parle de ça, hein, c'est le principal sujet, mais ça parle en filigrane de plein d'autres trucs qui seront développés dans d'autres choses a priori de l'auteur, mais il faudrait que je relise un peu tout le reste de son œuvre. Bah, ça appelle effectivement à lire d'autres, ouais. C'est pour ça que j'en dirais pas du mal en tant que tel. Je n'ai pas lu d'autres. Mais moi non plus. C'était une lecture adolescente pour moi et j'ai pas creusé la chose depuis, donc il faudrait que je le fasse. Mais voilà, moi c'est un bouquin cher à mon cœur pour des histoires, voilà. C'est des rencontres que tu fais à certains âges et puis bon bah ça se passe, quoi. Ça se comprend. Et il y a un côté très hypnotique, je trouve, dans ce bouquin. Évidemment, fallait que je prenne mes classiques aussi un peu pour donner bonne conscience, bonne figure. Et ça fait partie des rares livres qui ne seront pas anglo-saxons de ma sélection. Et c'est probablement. Ah oui, c'est vrai, ouais, je sais plus, salopard. Ouais, moi, chacun ses tristes tropismes. Mais j'ai fait une sélection un peu involontairement de livres essentiellement américains. Ouais, mais parfois, même sans forcément le vouloir, enfin je sais pas, après la méthodologie de sélection est propre à chacun, mais parfois même sans le vouloir, et c'est mon cas, on se retrouve avec des thématiques transverses qui se ressemblent les unes aux autres sans l'avoir forcément voulu. Moi clairement, récemment, dans les bouquins que j'ai choisis, il y a beaucoup de choses, beaucoup de littérature américaine contemporaine, clairement. C'est quelque chose auquel je suis assez client, donc c'est s'explique. Hein. Mais Notre-Dame de Paris, évidemment, Victor Hugo, 1831, Quasimodo, Frollo, David Disney. Hein. Tout le monde sait de quoi ça parle. Hein. Et il la joue plus. Et il la joue plus au théâtre de l'Opéra de mes couilles, non. Non, ça c'est fini la comédie musicale. C'est fini. C'est dommage. Mais oui, il y a ça aussi forcément. Mais non, mais il y a quelque chose, on connaît tous. Enfin tous. On a tous une idée de ce que c'est en fait. Sans l'avoir lu, tout le monde connaît, oui. Ça, c'est une certitude. Ouais, voilà, très clairement, même sans l'avoir lu, c'est un peu comme Les Misérables, ça fait partie des livres de Victor Hugo qu'on a tous, qui sont infusés vraiment à la culture commune et populaire. Hein.
ce mélange assez très romantique de mélange d'histoire, d'historicité et de faits complètement faux, parce que évidemment tous les personnages du bouquin n'ont pas existé. Enfin c'est du grand romantisme et de sa vision de l'histoire. C'est le Ivanhoé de Victor Hugo, si on veut être méchant. Mais la filiation est très très claire de l'aveu même de Victor Hugo, donc on a le droit. Ah bah de toute façon, Ivanhoé, tu n'y échappes pas à cette époque-là. Hein. Et non, une certitude, c'est le premier homme à avoir vécu de sa plume, Walter Scott. Avec Byron, bref, n'importe. Bref, et donc et évidemment l'anglophile qui était Hugo n'a pas pu passer à côté de ça. Et en préparant la chose, j'ai découvert que Victor Hugo était en fait déjà très fasciné par l'édifice Notre-Dame de Paris avant l'écriture. Mais c'est chose qui est assez rare, je trouve, dans la littérature de ce temps, un lieu aussi circonscrit. Ouais, c'est vrai. Le personnage principal, c'est pas Quasimodo, bien qu'il soit sur la couverture, c'est pas les protagonistes et autres antagonistes du livre, c'est le lieu, le vrai personnage principal. Tout se passe autour, pas loin, proche, dedans, dessus, dessous. Et c'est ça, tout se ramène à ce complètement fantasmé par Victor Hugo, puisque quand il voit la cathédrale, elle n'a pas la tête de celle du XVe siècle où se passe le roman. Et c'est un peu un cri de désespoir de Hugo de vouloir aussi redonner une seconde jeunesse à cet édifice qui, à l'époque de l'écriture du livre, tombe clairement en ruine. Et un édifice complètement délabré et quasiment laissé à l'abandon en fait, au profit d'autres paroisses dans Paris. Et le livre, ça aussi chose rare déjà, c'est le livre va complètement créer un mouvement, une engouement, parce que ça va être un best-seller à l'époque colossal. Et le livre va créer un engouement autour de la restauration de la cathédrale. Et c'est ce bouquin qui lance la restauration, qui va être ensuite faite par Viollet-le-Duc 30 ans après, en fait. Donc c'est la première pierre de ce grand mouvement-là de redécouverte de cet édifice-là et du Moyen-Âge en France. À un moment où c'était pas tellement, à la page. Le romantisme a largement joué dans la réapparition du Moyen-Âge dans... Ah, très clairement. Et en littérature, c'est la première grande occurrence en France. Il y en a peut-être un petit peu avant, je crois bien, mais j'ai pas forcément tout en tête. Ouais, là, mais en termes de résonance, de succès et tout ça, c'est l'impact que ça a à l'époque et ce que ça fait. Ça crée des modes vestimentaires, ça crée des modes à l'opéra. Enfin, c'est gigantesque. Et voilà, fallait bien mettre un petit classique pour se rassurer de ses goûts douteux. Il faut. Je peux passer à la suite. Je suis passé à la suite. Tu as un petit décalage de quelques secondes. Et c'est ça, Neal Cassady, Première jeunesse, probablement un des livres les moins connus de ma sélection, je pense. Jamais entendu parler. Alors, Neal Cassady, donc c'est une autobiographie de cet individu. Le livre est écrit entre 1948 et 1954. Neal Cassady, c'est un Américain qui naît dans le Midwest, de souvenir. Et Neal Cassady va passer à la postérité non pas par ses œuvres, puisqu'il sera publié essentiellement après sa mort, mais par être le personnage principal d'un autre livre beaucoup plus connu qui est Sur la route de Kerouac. D'accord, ouais, exact. En fait, le héros de Sur la route a un nom inspiré de Neal Cassady, et en fait c'est le pote de Kerouac et de Allen Ginsberg. Exact. C'est un peu le premier, et qui d'ailleurs, Cassady, contrairement aux deux autres, n'est pas quelqu'un qui a une vie un peu confortable de la côte Est, mais quelqu'un qui est né dans la misère, dans le Midwest de la Grande Dépression, qui a alterné entre des dizaines et des dizaines de petits boulots, qui a été semi-nomade, semi-clochard, et donc cette espèce d'aura magnétique de mouvement, de route. La Beat Generation. De la Beat Generation, c'est un peu lui qui l'inspire à Kerouac. C'est un authentique cintré, pour le coup, vraiment quelqu'un assez instable, complètement fou, qui a fait beaucoup de prison pour détention de drogue, conduite en état d'ivresse, ce genre de choses-là. C'est donc une autobiographie, la première jeunesse. En anglais, c'est The First Third, son premier tiers.
puisque ça s'arrête, il est dans sa vingtaine finalement. Oui, il va mourir d'une overdose dans le désert du Nouveau-Mexique, on sait pas trop pourquoi. Bon bref, enfin si on sait pourquoi évidemment, Oui, mais fatalement, oui. Le personnage veut ça. c'est exactement. Et c'est une espèce de. Donc évidemment c'est romancé, hein, rien ne tout n'est pas sourcé, ça reste une autobiographie, donc avec sa propre vision de sa propre vie, mais et les déformations que ça induit. Mais c'est un livre où on passe frénétiquement de ville en ville, de salon de coiffure pour hommes, parce que c'est son travail de jeunesse d'être barbier, de salon de coiffure à bar à pute, à du trafic d'alcool, à prise de drogue. C'est un truc un peu frénétique de jeunesse, parce que on est sur quelqu'un qui raconte sa vie d'adolescent en train de devenir adulte, à un moment, une époque aux États-Unis où cette frontière tend un peu à disparaître avec la misère, en fait, tout bêtement, parce qu'on est dans cette Amérique très très pauvre. Et c'est assez fascinant, en fait. Et c'est bien mieux que sur la route de Kerouac, pour le coup. Parce qu'il y a ce truc de vérité et d'assez primaire de la dèche, quoi. Et on sent le vécu par rapport à des choses un peu plus romancées qui parlent de ça. Tu sens que quand il dit qu'il a froid, qu'il a faim, ça sent le vécu, quoi. Et voilà, il aura la note de train pour dents de verre sur 10. Très bien. C'est assez... C'est très court, pour le coup. Ça dure 300 pages, et voilà. Fallait chacun son Céline préféré. Et moi, c'est Mort à crédit. Voilà, c'est le mien. 1936, c'est son deuxième. Difficile. J'ai objectivement conscience que c'est moins bien que Le Voyage au bout de la nuit, mais je le préfère parce que c'est la temporalité et le sujet que touche plus de ce Paris du la fin du 19e, du début du 20e. Bon, avec la déformation que Céline fait de sa propre vie, Ah oui, évidemment. ça c'est sûr, oui, mais ça n'empêche, c'est pas grave, on a le droit de broder. On a le droit, exactement. Mais ces descriptions de monde, de petits boutiquiers, accrochés à ces petits privilèges qu'il déteste évidemment, à ces voyages en métro, description de la zone, Paris, fortification, ce Paris qui n'existe plus en fait de haussmannien en fait complètement, et c'est le fourmillement, cette crasse qui lui forcément dans sa plume devient une crasse psychique, mentale, idéologique, mais qui se reflète dans la réalité physique. C'est un roman où tout est sale, où tout est laid, même tout est terne, même alors que quand on voit tous les lieux qui sont décrits, beaucoup d'adresses sont justes par exemple et tout ça sur les lieux décrits dans le roman, et nous quand on y va maintenant avec nos yeux du 21e siècle, il y a aussi un côté beaucoup plus touristique, musée à ciel ouvert qu'on a fait de Paris, et lui c'est encore cette ville industrieuse avec des ateliers dans tous les sens. C'est une ville qui vit pour elle-même finalement, et qui n'est pas un endroit pour touristes, et avec toutes ces années d'école qui ont a priori pour lui ont été d'une grande souffrance vu comment il en parle et comment il parle des autres enfants, mais voilà, j'ai un faible pour les œuvres qui parlent de l'enfance, de la jeunesse, et celle-là en fait partie, et voilà, c'est mon Céline préféré à moi. Et voilà, il est très très méchant avec ses propres parents, et c'est pas très sympa. C'est tout ce que j'aurais à dire, puisque globalement Pierre a fait un peu le travail sur Voyage au bout de la nuit. Un livre où c'est le bordel. Ce qu'il faut retenir, c'est tout le temps le bordel dans ce bouquin. Exactement. Et pour la suite, on repart aux États-Unis. James Ellroy, American Tabloid. Là, on est dans le quasi contemporain, parce qu'on c'est écrit et publié en 1995. Ça, c'est un sacré pavé, par contre. Par rapport à Notre-Dame, c'était quelque chose, mais ça Ah fait bah bien moi, du vous êtes notre Eddy, hein, ça va envoyer du pavé à tir larigot. James Ellroy, American Tabloid. Ça, c'est l'instant complotiste. Ellroy, c'est c'est pas un néoconservateur républicain, mais pas loin. Quelqu'un qui est plutôt proche des milieux de droite aux États-Unis. Encore maintenant. Et c'est un auteur de romans noirs.
Et il s'est tapé un délire d'une trilogie. Et là, c'est le premier tome de cette trilogie. Je croyais qu'il était mort, moi, tu vois, il y a quelques années, mais en fait, non, Ah, effectivement. non, il Non, n'est non, pas il est mort. toujours vivant, ouais. La trilogie Underworld de Heisei. Le livre se passe entre 1958 et 1963. Ça se termine par l'assassinat de Kennedy. Et on suit 3 personnages que vont côtoyer un agent du FBI, quelqu'un de la CIA et un policier avocat bizarre. Enfin, les frontières sont floues. Et c'est une plongée dans les délires complotistes les plus fous, au service du récit, de la frénésie, où se mélangent mafia, la CIA, de Hoover, la baie des cochons, les communistes, le macartisme, les milliardaires richissimes comme Howard Hughes, le trafic de drogue, prostituées, et c'est une espèce... les meurtres à tout va dans cette... C'est une plongée en fait, plus que... Bon, évidemment c'est du complotisme, c'est du roman. Ça n'a pas vocation à être un livre qui explique ce qui s'est passé et pourquoi Kennedy est mort, hein, ça n'a aucun sens. Mais c'est une plongée dans un état d'esprit, en fait, je trouve, il le fait assez bien, de cet état d'esprit, de ce début de guerre, cette première partie de guerre froide, de cette paranoïa complètement ambiante aux États-Unis, bien que le livre se passe après le macartisme, il y a encore ces restes-là de cette traque complètement frénétique à l'ennemi intérieur et à l'ennemi extérieur en même temps. Et dans ces coulisses de ce qu'on appelle en fait l'état profond complètement, hein, de ces ficelles, de ces tiroirs, de ces cabinets noirs, de ces dessous de table, et de ces petites magouilles pour essayer de récupérer un peu de pouvoir, d'influence, essayer de pouvoir contrôler le monde. C'est un beau pavé, c'est particulier à lire, faut rentrer dedans. C'est un noir assez étrange, mais moi j'aime beaucoup cette impression de voir les coulisses de l'histoire se faire plaisir. Il y a un petit côté voyeuriste, quoi. Ah, mais c'est un auteur contemporain. Moi, j'ai lu Claude Alien Noir, mais puis je l'ai vu au cinéma aussi. D'ailleurs, c'était assez abominable. Le film était nul à chier. Je suis en train de lire, moi, le Alien Noir. Mais oui, il était. C'est un auteur majeur hein, de la littérature contemporaine américaine. Ouais. Mais c'est beaucoup plus frénétique que le Dahlia Noir, qui est un peu plus contemplatif, un peu plus long. Mais il y a c'est un auteur qui est méchant avec ses personnages et son pays et sa société. C'est quelqu'un qui est très critique sur ce qu'est l'Amérique c'est assez intéressant. Et ça fait partie, voilà, Dahlia Noir, c'est la trilogie Los Angeles, ouais, c'est la trilogie centrée sur la côte Est. Il en fallait un que tout le monde connaissait, encore un autre classique dans un autre genre. Tout le monde le connaît maintenant, tout le monde l'a lu avec le film, mais bon. Ah non, pas moi. Ni le film d'ailleurs. Moi, mais c'était pas vraiment le public, hein, j'allais pas te le conseiller non plus. Hein. On va pas se mentir, fallait que je mette de la SF aussi. Hein. Mais bien sûr, tout à fait, c'est très bien, c'est très bien. Et du coup, j'ai pris le livre de SF le plus vendu au monde. J'ai appris ça. Hein. Pour moi, il y en avait d'autres, mais et qui pour moi n'est pas un roman de SF. Ce n'est pas de la science-fiction, puisqu'il n'y a pas de science, donc ça ne peut pas être de la science-fiction. On va refaire l'histoire, hein, l'histoire de la planète Dune et du héros du roman, hein, Paul Atreides, qui va essayer de se démerder. Hein. C'est un récit d'initiation entre quelqu'un qui perd sa famille, qui perd sa place dans la société, qui va essayer de la regagner, qui sort transformé de sa rencontre avec l'autre étant des indigènes qui vont lui changer sa vision du monde et le transformer en dictateur religieux, théocratique, complètement fou. Mais voilà, c'est un livre sur le pouvoir, la religion, sur mise en garde de la part même de l'auteur sur le chef et la peur du grand leader, puisque Frank Herbert, bien qu'écologiste, est un républicain notoire et quelqu'un des années 60 et quelqu'un qui avait peur du dictateur, quelqu'un qui est foncièrement marqué aussi par la guerre froide et qui va mélanger ses passions du moment, qui étaient l'écologie radicale, l'étude du Moyen-Âge européen et celui de la réforme protestante, pour créer ce livre assez hallucinant. Finalement. Je trouve ça extrêmement impressionnant que ce soit le livre de SF le plus vendu du monde, alors que stylistiquement c'est pas très bien, pour le coup, même bien que étant très bien traduit, c'est vraiment un livre qui est lourd dans le style. On lit pas
Dune pour le style. Mais comme en règle générale, la science-fiction, c'est pas ça qui est intéressant, c'est pas ça qu'on cherche. Mais plutôt pour les possibilités d'évasion que ça offre. Et pour le coup, Dune n'en offre pas vraiment. C'est plutôt la description de quelque chose, d'une histoire qui finira forcément mal. Et moi, j'aime bien ce pessimisme assez noir et ce mysticisme ambiant. De toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Même si on peut toujours discuter des goûts de chacun et du fait, je sais pas, musicalement, ce qui s'écoute le plus, il y a toujours des discussions. Mais si un livre est vendu, c'était le cas aussi pour Garcia Marquez, ça n'est pas sans raison. Il est évident qu'il a des qualités. Après, on est public ou pas, hein, c'est autre chose. Mais non, mais c'est discuter de la qualité intrinsèque de l'œuvre. J'ai toujours cette vision de la science-fiction comme quelque chose d'un toujours un peu sous-culture et qu'on peut pas forcément s'y complaire, hein, même quand on est fan de ça et tout ça. Et c'est assez étrange que ce soit cette œuvre-là qui ressorte, mais c'est pas inintéressant de ce que ça veut dire du goût des gens et de ce que les gens recherchent finalement. Pas une œuvre, contrairement à la fantasy par exemple, où on va pouvoir des récits épiques où le gentil gagne à la fin, pour le coup, je trouve que c'est une œuvre extrêmement pessimiste sur l'être humain. Et je trouve ça plutôt intéressant de voir ça. Je trouve c'est curieux, quoi. Quelque chose qui sort. Après, en tant qu'œuvre anglo-saxonne, c'est pas forcément étonnant que ce soit clairement, c'est vendu, mais ça joue. Mais c'est évident que ça a des qualités, ouais. Voilà. Toujours pas de Seigneur des Anneaux, hein. Je suis très déçu. Toujours pas. Non, mais alors, je suis très déçu, mais Le Silmarillion. c'est pas moi qui allais n'ayant rien lu et n'ayant pas envie de les lire. Voilà. On reste aux États-Unis. Irving, qui est un de mes auteurs fétiches. Ah, je ne connaissais pas non plus, tiens. Ça fait partie des 1, 2, oui, c'est ça, 2 que je connaissais pas. Fétiche, Journey Irving, j'ai choisi pas l'un de mes préférés, mais celui que je trouve le plus intéressant dans ce qu'il raconte, L'œuvre de Dieu, la part du diable, qui est publié en 1985, donc on reste sur de l'histoire très récente, hein. Il sort encore des bouquins tous les 3 ans, de moins en moins bien évidemment, mais ça c'est un autre débat. Dans ce bouquin, Irving il va aborder ses thèmes de prédilection qui sont l'enfance, l'abandon. Oh bah c'est joyeux encore, ouais. Ah, c'est très joyeux, hein. Moi c'est voilà, c'est extrêmement joyeux. Mais non, enfin, les thèmes sont tristes, mais lui se passe mieux que ceux d'avant. Mais ça parle voilà, de l'enfance, et ça l'enfance, l'abandon, l'avortement, qui est le thème central du On livre. reconnaît les tropismes personnels. Ah bah, je suis pas fan de littérature joyeuse. Il y a des liens. Pour le coup, mais l'avortement qui est en fait le thème central du livre, et on va suivre Homer Wells, orphelin, mis au monde dans une espèce de clinique orphelinat qui n'a pas pour but d'élever des enfants, mais de les placer après dans les familles d'accueil. Protagoniste qui va subir moult brimades dans différentes familles d'accueil, qui va finir par devenir l'assistant de la personne qui l'a mise au monde, donc un médecin, un gynécologue, et qui va lui apprendre son métier. Donc c'est tout un roman d'initiation, et tout le livre est traversé sur la question de l'avortement. Donc l'œuvre de Dieu, la naissance, la part du diable, l'avortement, entre un maître, un mentor qui voit l'avortement comme quelque chose de nécessaire à la société, et le personnage principal qui refuse d'en pratiquer. Et tout le livre voilà, est traversé de ce grand débat, de cette grande question. Question contemporaine en plus. Aux États-Unis en l'occurrence. Aux États-Unis, 85, extrêmement contemporain. Non mais aujourd'hui, tu vois, c'est encore des débats. Voilà, c'est encore des débats. Mais qui a toujours été en fait, c'est vrai, toujours été contemporaine en fait, particulièrement aux États-Unis, hein, mais qui a toujours été contemporaine. Oui, bah, particulièrement aux États-Unis. Oui, nous il semble que ce soit un dossier enterré et constitutionnalisé, mais après si on sert le sucre au diable, c'est notre problème. Mais il n'empêche que non, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Je pense que ça peut apporter quelque chose aux gens dans la réflexion sur le. Et pour le coup, voilà, Irving est particulièrement pro-avortement, c'est un de ses combats, hein, mais il laisse quand même la passe. Ouais, c'est un bouquin qui est pro-avortement, mais il laisse. Voilà qui enterre le livre. Ne le lisez donc pas. Voilà. Ne le lisez pas, c'est très mauvais. C'est de la merde. Je l'ai lu 3 fois, c'est très mauvais. C'est de la merde. Mais il laisse la place justement à ce doute-là tout le long, et ce qui est assez honnête de la part de l'auteur, qui est pas toujours le cas. Ça va, il est moins con qu'il en a l'air du coup. De laisser la place autant à quelqu'un, parce que le personnage principal n'en fera jamais, hein, tout le long du livre. Donc voilà, ça discute ça justement, de pourquoi on est pro et de pourquoi on est anti-avortement. Et pareil, c'est pas très long, ça se lit très bien. Il le fallait.
Il le fallait. Non, mais c'est très bien, c'est un sujet en plus d'actualité, donc c'est chacun pensera ce qu'il veut. Ah oui, non, mais le thème ensuite c'est autre chose, chacun a son opinion sur c'est pas le sujet, mais non, c'est bien. En plus des romans grand public accessibles qui parlent de la chose de manière assez frontale, mais sans que ce soit Annie Ernaux, quoi. Je n'engage que toi, je m'engagerai pas sur ce terrain-là, mais Bah, curieusement, personne n'a choisi Annie Ernaux dans ça. Non, tout à fait, mais je n'ai jamais lu. Non, bah, on vit très bien sans. Et prends l'annuaire, c'est pareil. Mais voilà. Forcément, il fallait un Orwell, pour moi. Seul auteur duquel j'ai lu l'intégralité des œuvres. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'a pas tant que ça, et que la plupart font 100 pages, donc c'est pas très compliqué. Et, pour notre public, c'est sans doute le plus intéressant, celui-ci. Oui, j'ai beaucoup hésité avec dans la Dèche à Paris et à Londres. Et résonne beaucoup parce que quand on connaît Paris, ça fait toujours un peu plaisir. Mais pour moi, la Catalogne est le plus touchant, de très loin, parce que complètement autobiographique comme quasiment toute l'œuvre d'Orwell, sauf 1984, qui est d'ailleurs 1984 et la suite spirituelle, l'hommage à la Catalogne. Ah bah, de toute façon, on n'échappe pas à à son existence et à son vécu, c'est clair. Et donc Orwell, le livre est publié en 1938, donc la guerre n'est même pas terminée quand le livre sort. Orwell qui raconte donc son engagement dans les milices trotskistes du POUM pour l'Espagne républicaine. Et on va suivre sa guerre sur le front d'Aragon pendant 2 ans, enfin un peu plus d'un an, 1 an et demi, presque entre 1 an et demi et 2 ans de souvenirs. Je sais plus exactement la temporalité. Je sais plus, j'avoue. Je sais plus. Bah, fatalement, si ça paraît en 38 avec le début de la guerre, ça peut pas être plus de 2 ans, oui, ça c'est sûr. Mais c'est ça, mais je sais plus, c'est un peu plus d'1 an de souvenirs. Quand même. Et c'est témoignage quand même d'un mourir pour aider à l'autre. Tu coupes un petit peu. Excusez-moi. Tu as coupé. C'est mieux. Ouais, mais vas-y, reprends. Mais c'est juste que du coup, on a pas... symptomatique d'une époque où traverser la moitié de l'Europe pour mourir pour des idées avait du sens, pour des dizaines de milliers de personnes, pour le coup, parce que c'est symptomatique. Paradoxalement, c'est un des grands livres qu'on retient sur l'engagement étranger en Espagne, alors que l'auteur n'est pas membre des brigades internationales. Et ce qui est assez curieux, parce qu'ils seront très peu en dehors. Et on suit sa guerre avec ses tracas quotidiens, de la froid, de l'ennui, de pourri, des cartouches qui fonctionnent qu'on chérit, des horreurs commises par les deux camps, puisque Orwell parle des exactions commises y compris par les troupes républicaines. Il y a une scène de massacre dans un couvent qui est assez, qui lui glace de sang et mal à cautionner la chose. C'est un livre qui est extrêmement touchant sur les désillusions de quelqu'un, parce qu'il finit quand même par rentrer. Il rentre à Londres après les journées de Barcelone. C'est 37 de souvenirs. Vérifier. Il reste 6 mois en Catalogne. Il reste 6 mois. De pour moi, il restait un peu plus long. À juin 37. Il restait un peu plus longtemps pour moi, mais c'est pas grave. Et il écrit en fait tout de suite après sous la purge menée par les communistes et staliniens et les Russes sur les éléments dissidents du front des forces républicaines, et il s'enfuit déjà parce qu'il peut être exécuté, puis parce qu'il est extrêmement dégoûté du manque de reconnaissance de ses camarades de combat, de ses prétendus alliés. Et c'est un livre sur l'engagement, sur la guerre, et la guerre vécue sur une guerre assez étrange, parce qu'il est dans les tranchées avec des gens du monde entier, et pour se battre pour un idéal d'un pays et en fait il n'a rien à voir avec, il en a rien à foutre de l'Espagne. Tu veux dire que ça conserverait une actualité brûlante dans le cadre de nos événements géopolitiques contemporains? Ah bah complètement. C'est très étrange. C'est très étrange, complètement. Et avec
A contrario que c'est pas quelque chose de regardé par toutes les puissances de la Terre actuellement, d'Espagne, quoique, et à ce côté guerre de Clodo. Ah oui, clairement, oui. Parce que c'est très clairement, c'est une guerre de Clodo. De froid, ils ont pas d'uniforme, ils ont pas de chaussures, ils ont pas à bouffer. Des fusils qui peuvent tirer que 3 cartouches avant de s'enrayer, enfin ça n'a aucun sens. On a l'impression de voir, c'est un côté, c'est désespérant en fait, à tel point ça devient comique, hein, tellement c'est désespérant, mais t'as l'impression de voir des pieds nickelés, armés que de leur bonne volonté, hein, mais quand ça veut pas quoi. Ah, c'est l'idéal fracassé contre le dur mur de la politique. Du réel, oui, et puis du réel, premièrement, parce que la guerre c'est chiant, c'est nul et c'est dangereux, et de la politique, des intérêts particuliers qui détruisent un peu forcément le peu d'espérance qu'on avait pour le monde. Un autre classique, un peu chiant, je peux l'entendre. Oui, un petit peu. Un petit peu chiant, je peux l'entendre. Pierre avait dit Balzac, moi je vais prendre. Balzac, c'est moins chiant que Zola. Oui, tout à fait. Mais c'est pour aller avec. Mais chacun ses goûts, Pierre. Voilà. Terrible. Ah non, c'est pas des goûts. Objectif. C'est 100% objectif. C'est ça. 100% objectif. C'est une présentation objective. Clairement, c'est pas, encore une fois, c'était pas un roman de style. Plutôt encore un roman. Ah, moi, c'est des traumatismes scolaires. Moi, c'est terrible. Hein. Ah, ben moi, c'est Balzac. Voilà, chacun les siens. Ouais, bah, ça en fait partie aussi. Ouais. Tu peux pas lire ça à 15 ans, à moins d'avoir une déformation mentale. On peut pas t'infliger ça, c'est pas possible. Mais voilà, un roman sociologique sur les transformations parisiennes du Second Empire, les Rougon-Macquart, c'est le 11e des 146 que Zola aura écrit. Hein. Roman d'amour, qui passe complètement au second plan, parce que c'est pas ça qu'on cherche dans Zola, mais si on cherche la description du temps, des énergies, du mouvement du temps, des personnes, on cherche des archétypes et pas des individus. On cherche la multitude plutôt que l'unicité, c'est quelque chose. Voilà, c'est ça qui est intéressant chez Zola, c'est pas forcément un immense écrivain de par le style, mais assurément un très bon journaliste. Oh, c'est un bon observateur de la société de son temps. Ouais. Et pour le cas de cet ouvrage, vu qu'il passera, c'est un des livres sur lequel il va passer le plus de temps à travailler en amont, en immersion dans les grands magasins, à décortiquer tout le système, à faire une enquête complète. Et d'ailleurs, il y a presque autant de pages de préparation que de produits finis, qui est symptomatique d'une méthode de travail complètement zinzin, et qui ressemble plus vraiment à celui d'un journaliste observateur de son époque, de son temps, et des transformations qui y sont liées, que de quelqu'un qui a volonté de raconter une histoire. C'est clairement un roman dont le principal sujet est le Second Empire et son époque, et sa ville, et les transformations qui y sont induites par le temps et la décennie. Donc c'est assez grandiose, mais pas en tant que objet de fiction, plus comme enquête de terrain historique. C'est pour le coup, si vous voulez savoir à quoi Paris en 1860, ça c'est parfait. Ça marchera mieux que n'importe quel bouquin d'histoire. Tu coupes un peu, si je puis me permettre. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais... Je pense que c'est ma connexion internet. Ah, c'est possible. C'est pas atroce hein, non plus, mais je te l'indique. Au cas où. Non, y a pas de souci, t'inquiète. Je m'en excuse. Donc voilà, c'est pour moi la plongée efficace. Comprendre ce que c'est que le siècle. Après, il y a 2 auteurs un peu. Puis Zola. Avec les deux, on a compris les bah, c'est bien, on a eu Zola, mais on n'a pas eu le second dont tu parlais. Zola, on n'a pas eu l'autre. Ouais, Balzac. Ah, Balzac. Ok, bon, soit, oui, ça paraît logique. C'est la suite, hein. Balzac pour le premier. Ce sont d'autres vrais, ouais. Deuxième. Et pour finir, on revient aux États-Unis. Ouais, je vais m'y mettre à London. Moi, pour moi, je te dis, ça a été associé à des trucs, tu sais, d'enfance un peu passé. Tu lis pas ça quand t'es adulte, et puis un côté vraiment Big Mac sur un traîneau. Le côté vraiment l'Amérique, la découverte du monde. Ouais. Mais je me trompe, hein, et je vais m'y mettre bientôt. Je pense que je ferai une fiche ou deux sur lui. Il y a plusieurs. Moi, j'arrête de venir en parler aussi, parce que j'ai beaucoup. Ah ouais, avec plaisir, ouais, carrément. J'avais les intégrales, donc forcément, j'ai vu même les nouvelles de 5 pages. Enfin, c'est des. Ah, tu es notre expert.
Le Loup des Mers, qui n'est pas du tout son livre le plus connu. London, et on le découpe en plusieurs cycles. Il y a le cycle le plus connu qui est celui de Cro-Blanc, l'appel de la forêt, le cycle du Grand Nord, du Klondike, qui va même jusqu'à inspirer Picsou, donc le côté... Ouais, non, mais c'est le truc, vraiment, c'est le truc qui m'a guéri à vie de le lire, mais c'est une erreur, hein. Mais oui, alors déjà, c'est vrai que c'est un côté extrêmement adolescent et jeunesse de ces grandes aventures, de ces grandes épopées. Et puis pour le coup, l'appel de la forêt et Cro-Blanc, c'est vraiment assez mielleux, c'est gentil, il y a un côté conte de fées. Mais Bivouac sur un traîneau, ça marche très bien. Et le Loup des Mers, on est un peu en décalage, puisque London, c'est avant tout un marin, avant d'être quoi que ce soit d'autre. Finalement, c'est surtout un alcoolique. Oui, non, ça vient en même temps. C'est un marin, quoi. C'est un marin. Vraiment, il découvre les deux choses en même temps. Ouais, mais il a 12 ans, c'est ça qui est en même temps. Bah, c'est ça. Et non, mais exactement. Donc, Le Loup des Mers, c'est publié en 1904. Et ça raconte l'histoire d'un bateau et de son capitaine qui partent chasser, qui chassent le phoque au large de l'Alaska et dans la mer de Bering, quoi, Kamchatka, dans ces eaux froides et hostiles, qui récupère un naufragé qui faisait tranquillement son petit tour du monde, qui est un écrivain, et c'est avec la confrontation entre cet écrivain des villes, de cette société un peu éclairée, qui croit aux droits de l'homme, au libre arbitre, et d'un monde complètement impitoyable du capitaine et de ses hommes, qui croient à la loi du plus fort, au global, dans tous les aspects de la vie et de la mort. Et c'est une espèce de croisière complètement folle dans ce Grand Nord, dans des eaux extrêmement hostiles, avec cette confrontation et les maltraitances que ce naufragé va subir et qui vont le faire grandir. Donc il y a des thèmes classiques de London, hein, de l'homme face à la nature qui en sort grandi, ensuite cette confrontation charnelle, et cette confrontation entre hommes c'est assez américain. France, il y a toujours chez London, il y a. On t'a perdu. Chez London, on ne sait pas ce qu'il y a. Chez London, il y a des gentils et des méchants tout le temps. C'est toujours c'est sa vision du monde à lui, totalement critiquable. Mais derrière ça, il y a cette chose qu'on retrouve. T'avais dit de Saint-Exupéry, Pierre, de l'homme face à l'obstacle, face à la nature, et il y a des choses extrêmement intéressantes dans l'œuvre de London que je vous conseille, et je vous conseille sa vie de trimardeur et Martin Eden. Ouais, mais je vais me faire Martin Eden et je me ferai peut-être le talon de fer après, je vais voir, je sais pas. Voilà, mais il y a plein de choses beaucoup plus dispensables de ces récits de croisière en Mélanésie. Et... Ça, j'en ai lu. Faut aimer les récits de marins, quoi. Et voilà, c'est pour finir ça, donc quasiment que des Américains. C'est vrai. Et sauf pour A. Mais c'est pas grave. Non, 4. Ça va. 60%. Ça va. Bon, bah très bien, écoute. C'est à mon tour. C'est con parce que maintenant tu vois que c'est fait, je me dis la prochaine fois, bon, ce sera dans un certain temps, mais peut-être qu'on alternera, tu vois, qu'on en fera un chacun. Je pense que ce sera plus simple pour tout le monde. Non, pas grave du tout, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et je me rends compte que ce sera peut-être plus... Pour la prochaine, je ferai peut-être un truc où tout le monde présentera à la suite les choses. Peut-être tu nous lances un petit brotato, enculé. Ouais, non, je coupe. Non, mais vas-y, fais ce que tu veux, t'inquiète. Putain, le mec sans pitié, quoi, il fait sa présentation, il se casse jouer après sur... Et il se cache derrière. Ah, putain, l'enfoiré, rien à foutre de ce que vous racontez. Bon, ok, à mon tour, ça roule. Bon, on commence direct par un livre de zinzin. Je me souviens à peu près de quand je l'ai lu, entre 8 et 10 ans, enfin je me souviens surtout d'où j'étais, comment je l'ai découvert, je sais plus. Il y a deux côtés dans le Don paisible de Sherlock Holmes. D'abord le contenu, c'est une épopée. Il y a tout de l'épopée auquel nous a habitués la Russie, les héros, les événements, le lieu. Si ce n'est ici que les héros sont plutôt des victimes de l'histoire sur laquelle ils ont absolument aucune prise. Le livre, c'est le récit de la vie et de la mort d'une Stanitsa cosaque. Voilà, Stanitsa, c'est le village, au travers de quelques hommes, dont le héros, Grigory Melekhov. Sont quelques hommes et femmes qui sont tous liés de 1914 à 1920, c'est-à-dire une période plus que propice aux événements intenses.
Et donc il faut un roman immense pour traiter de cette immense période. Donc le livre fait à peu près 1500 pages, il balaye toute cette histoire russe. Et vraiment c'est immense, je vous dévoile pas l'histoire, c'est impossible de toute façon, c'est tout en destin personnel entremêlé, les guerres, l'amour, les changements de camp, les ravages des rouges, des blancs, la vie, la mort, tout ce que vous voulez. Donc déjà ça doit normalement vous suffire si vous êtes constitué à peu près comme tout le monde pour avoir envie de le lire. Mais il y a aussi d'autres côtés qui m'ont poussé à la lecture. C'est un roman rouge. Sholokov, c'est un auteur communiste qui va obtenir le prix Nobel en 1965, je crois. Prix Nobel de littérature, bien sûr. Alors, il n'y a aucun doute sur son obédience, et il n'y a aucun doute non plus sur le fait que c'est son seul grand livre. Et donc, le doute surgit, est-ce que le livre est de lui ? Et parce qu'en effet, de façon étonnante, bien que l'écriture fût encore un peu libre dans les années 20 en URSS, on en reparlera pas mal dans le futur, j'ai quelques fiches sur les auteurs russes, j'en ai même beaucoup. Le livre est très équilibré, voire même assez tendre pour les Blancs et les Cosaques. Et donc il a été accueilli de façon exaltée ou réservée par absolument tous les camps. Et aujourd'hui encore, la question de la paternité de l'œuvre, elle n'est pas tranchée. Et je trouve ça profondément passionnant qu'un auteur quasi anonyme de l'armée blanche ait pu être spolié de son œuvre qu'aurait été trouvée au fond d'une malle. Wikipédia vous dira que Sholokov c'est l'auteur, mais le livre, dans son appareil autour du récit, il présentait des arguments très convaincants pour prouver que Sholokov n'était pas l'auteur. Donc voilà, si vous êtes sensible au temps et au lieu, c'est un indépassable. C'est voilà, guerre épée au 20e au milieu des Cosaques, et je trouve le contenu passionnant et le contenant à lui-même une histoire que je trouve assez intéressante. Voilà, donc il y a ce caractère bifide un peu de l'œuvre en elle-même et le livre en lui-même, dont on n'est pas certain que l'auteur en soit vraiment l'auteur alors qu'on est au 20e siècle. Je trouve ça assez intéressant. Allez, deuxième. Forcément. Je sais pas qui c'est qui l'a écrit en fait. Ouais, c'est dingue, hein. Non mais franchement c'est fou. Pour un livre si récent en fait en plus. C'est ça. Fou, ouais. C'est qu'il est possible que Sholokov soit vraiment l'auteur, mais Solzhenitsyn notamment, c'est lui qui combattait beaucoup pour l'idée qu'il n'en soit pas l'auteur. Il y a des différences assez notables de style entre certaines parties du livre, et il y a réellement une possibilité que ce soit un officier blanc qui a écrit ça, mort du typhus, tu vois, pendant une retraite et compagnie, que le livre ait été trouvé et que Sholokov se soit contenté d'en recomposer certaines parties. Je trouve ça assez rigolo, moi, personnellement. Dans un style moins rigolo, les démons, les possédés, peu importe le titre on lui donne, de Dostoïevski, bon, encore de la littérature russe. Je me suis rendu compte que je devais me retenir d'en mettre plus, et je sais déjà que de toutes les littératures, dans toutes les fiches que j'ai pu faire, c'est sans aucun doute la littérature étrangère dont je parle le plus, alors que je suis pas spécialement plus russophile qu'un autre, je parle pas la langue, je suis jamais allé dans le pays. Voilà, c'est un pays qui exerce un peu de fascination, mais rien de plus. Donc Dostoïevski, forcément. On pouvait hésiter, chacun ses préférences. Hein. Moi, ce serait... voilà. Comme Céline. Hein. Ouais, c'est clair. Moi, ce serait soit l'idiot dans les temps calmes et les possédés pour les temps de fureur. Non, alors, les possédés, les démons, c'est une question de traduction, peu importe. C'est un livre qui mérite son titre, qui vous plonge dans un certain malaise. C'est le livre d'un écrivain qui a viré de bord vers le conservatisme et la slavophilie, qui enchaîne à ce moment-là les chefs-d'œuvre en quelques années, et qui écrit dans ce bouquin son réquisitoire contre les ennemis idéologiques. Le livre est inspiré de Netchaïev, assassin révolutionnaire, disons, assassin sordide et cynique, et qui par là livre avec une certaine préscience à la fois le sort de la Russie, puisqu'on sait ce qui va arriver, et de ces hommes, mais plus globalement et de façon assez frappante, je trouve aussi le sort de toute la folie des idéologies du XXe. On peut le considérer, le bouquin, comme assez caricatural. Hein, les personnages, les Stavrogin, les Verkovensky, ils ont ce côté un peu paroxystique, et en même temps, quand on prend du recul, on réalise que, en réalité, tout ça, ça va dépasser assez aisément la fiction, et que toute fondation de pensée, elle se construit sur des archétypes. Ils sont des archétypes. C'est un peu ça. En fait, on le lit en faisant l'amour, en se disant, merde, quand même, les mecs sont possédés au sens littéralement strict. Et ensuite, il faut 10 secondes de réflexion pour réaliser que la réalité, elle a sans doute été encore bien pire que tout ça. Et donc, c'est vraiment une sarabande hallucinée de tous les mauvais esprits de la Russie, les meurtres, les suicides, et vraiment, au-delà du talent de l'auteur, je pense qu'il y a peu de livres qui ont autant mérité leur titre. C'est vraiment toute une ribambelle de possédés.
Et je trouve que c'est une vraie expérience de lecture, du genre qu'on ressent presque physiquement. Voilà. Après, pour Dostoïevski, il vaut mieux commencer tranquillement par un petit Crime et Châtiment bien plus simple dans ses thématiques, ou Un idiot qui est bien plus léger, quoi. C'est pas une lecture facile. Le livre il est long. Je me souviens plus combien de pages il fait, mais c'est sans doute pas le meilleur début. Mais par contre, je crois que c'est le livre le plus le plus poussé dans le paroxysme de la pensée de Dostoïevski, et le plus inspiré aussi quelque part du réel. Bon, on fait un saut de 1300 pages et des poussières dans le temps. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'ordre en plus dans les livres qu'on a présentés, c'est pas un top 10, donc c'est vrai, si je faisais un demain, j'en mettrais d'autres. D'ailleurs, déjà, je regrette de ne pas avoir parlé de l'Iliade, bref, ce sera pour une prochaine fois. Donc, l'histoire d'Ego de Procope de Césarée, qui est à ne pas confondre avec celle de Jordanès ou Jordanès, peu importe les noms qu'on lui donne. Donc, Procope, c'est un érudit, c'est le secrétaire particulier de Bélisaire dès le début de sa carrière, et donc il va écrire la guerre contre les Perses, la guerre contre les Vandales, puis contre les Ostrogoths. Il va écrire d'autres choses, mais on va se concentrer là-dessus, c'est ce qui forme les guerres de Justinien, dont j'ai décidé de sélectionner un seul morceau, parce que sinon ça va coûter trop cher. Donc à la base, c'est un ensemble de livres qui forment une œuvre complète. Il suit Bélisaire pendant 10 ans, en gros de 530 à 540, et il nous livre une gigantesque somme de ce qu'il a vu à ses côtés, puis de ce qui se passe une fois qu'il est de retour à Alors le bouquin, fatalement, vu le temps d'écriture, il échappe pas à quelques archaïsmes, tradition, lignage oblige, c'est publié vers 550, mais c'est un indépassable et c'est probablement le plus grand classique du temps. C'est un imitateur par le style, il écrit en grec classique, mais il a un style qui est étonnamment vivant. Alors peut-être que c'est la traduction qui fait ça aussi, mais il a un vrai style, je n'ose pas dire actuel, mais qui passe encore aujourd'hui à la lecture, qui est centré sur toutes les sources primaires et qui est centré surtout sur les personnes, qui portent attention aux événements, qui portent attention à leurs causes, qui portent attention à leurs dates. C'est sans doute... Enfin, il y a d'autres écrivains et historiens de l'époque, mais aucun n'est aussi essentiel que lui, et c'est un indépassable absolu sur l'époque, et sans lui, ça c'est une certitude, la connaissance qu'on a du VIe siècle, d'un point de vue guerrier, d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue des hommes, elle serait à tout le moins moitié moindre. Ça, c'est une certitude. Alors, on peut dire qu'il a la chance de faire partie de la littérature qui nous est parvenue, tout nous est pas parvenu, mais ça ne diminue pas son mérite, et je le redis, je pense qu'on ne peut pas connaître ni comprendre le temps de Justinien sans lire Procope de Césarée. Vraiment, je peux pas le dire autrement. Moi, j'ai été assez surpris et j'ai profondément apprécié une lecture que je pensais pénible avant de l'entamer. C'était à l'époque de la foire aux livres sur les guerres ostrogothiques que j'avais faites il y a quelques années. Donc voilà, c'est pas un livre d'histoire, c'est un vieux livre, voilà, de témoignages littéraires qui est devenu forcément historique par le passage du temps, puisqu'il a bientôt 1500 ans, donc fatalement, c'est quasiment devenu un livre d'histoire. Ensuite, La Conjuration des imbéciles. Alors c'est un petit peu le... dis-moi, vas-y. C'est vraiment un livre exceptionnel. J'ai hésité à le présenter. Ah ouais, t'as hésité à le présenter? Je dis, nique les Américains, frère. Eh bah écoute, moi je le présente. Un moment que je dois le lire, lui. Bah c'est un peu la même lignée. L'auteur et le livre, je trouve qu'ils ont une histoire. Moi c'est ça aussi que j'aime, parce que l'auteur John Kennedy Toole, c'est un peu le tragique à son pinacle. C'est un auteur ultra précoce qui écrit son premier bouquin à 16 ans. Je l'ai lu. D'ailleurs j'ai oublié le titre. Putain, il y a Néon dedans. Bref. La Bible de Néon. Exactement. Merci Wikipédia, c'est ça. Mais bah non, mais pour le livre, pour un livre écrit à 16 ans, c'est pas un immense livre, mais pour un livre écrit à 16 ans, oui, c'est assez admirable. Et donc celui-ci, il l'écrit à 24 ans. Et il va tenter de le faire publier, parce qu'il est conscient d'avoir écrit, si ce n'est un chef-d'œuvre, au moins quelque chose qui méritait la publication. Et puis il perd l'espoir après plusieurs années à lutter pour essayer de le faire publier, et il va se suicider à 31 ans en 1969. En l'occurrence, il va relier son pot d'échappement à l'intérieur de sa bagnole. Donc c'est sa mère, puis c'est un autre écrivain qui vont tout faire pour qu'il soit publié. Ça arrive finalement en 80, et puis bon, bah depuis, le livre est un immense succès. Donc le contenant a une histoire un peu atypique, et ça raconte une histoire
très atypique aussi dans le contenu, c'est assez indéfinissable. D'ailleurs, ça fait 40 ans que ça doit être adapté en film, et ça fait 40 ans qu'ils n'y arrivent pas. Voilà, ceux qui ont lu le bouquin comprendront la difficulté quand même de le faire, parce que c'est très difficile à retranscrire en film. En gros, on est au début des années 60 en Louisiane, on suit un personnage qui est complètement marginal, Ignatius Reilly, qui est un étudiant en histoire médiévale, un obèse qui est très intelligent, mais en même temps qui est complètement socialement inadapté, complètement odieux avec tout le monde, qui est ultra réactionnaire, obsédé par Boès, enfin tous des trucs qui n'ont aucun sens et qui permettent un peu à l'auteur de, je sais pas si c'est sa pensée, mais qui lui permettent en tout cas de vomir un peu tous les archétypes de l'Amérique du temps. Il passe son temps à écrire ses pensées contre la dégénérescence du monde moderne, et puis au moment où il se lance dans la vie active, il va lui arriver plein de choses triviales. Donc c'est un peu un hymne à la Nouvelle-Orléans, à l'Amérique des années 60, à l'archétype un peu étrange qu'il crée. C'est un immense, un espèce de gros vaudeville absurde. Et c'est vrai que, alors, est-ce qu'il doit être sélectionné ? Moi, je pense que si on connaît pas, soit on trouve ça incroyable, soit si l'humour écrit et l'absurde un peu poussé au délire laisse les gens insensibles, ça peut tomber des mains. C'est un livre vraiment très... ouais, s'il a eu un grand succès, c'est pas pour rien, mais je veux dire, il y a quand même des caractères assez étranges. Mais bon, aussi à un moment au milieu des pleurs, des classiques, des morts et compagnie, font un peu de légèreté aussi dans le choix. Je sais pas si c'est la biographie d'Orictès qui m'a pas les rebaises, Orictès, quand même. Oh, on peut pas rien dire. Allez, on enchaîne. Vous me forcez à aller vite parce qu'on a du retard. Bon, ceux de 14. Bon, là, fini la légèreté, hein. Là, c'est la boue. C'est l'hommage rendu aux glorieux anciens. Bon, déjà, pour une raison, le choix, c'est qu'on a tous les malandrins qui se pignolent sur Rage d'acier. J'aime bien Junger, enfin non, j'ai rien à branler de Junger déjà, mais au-delà de ça, on a la chance d'avoir un livre français de qualité sur la guerre, vécue. Je veux bien qu'on lise plus Barbus ou Dorgelès, moi le premier, mais à un moment, il faut bien qu'on conserve un classique sur la Première Guerre mondiale. Donc là, vous l'avez. Alors techniquement, c'est un recueil même des récits de Genevois qui court d'août 14 je sais plus, au printemps 15, je crois. Puisque c'est à ce moment-là qu'il est blessé aux éparges. J'avais parlé de lui d'ailleurs dans la foire au livre sur les élites, parce que Genevois, c'est normalement un homme qui est appelé à devenir un intellectuel d'élite, hein. Il est à Normal Sup quand il se retrouve en guerre. Et alors je sais plus, mais je crois que c'est la moitié de sa classe quand on revient pas, ou les 3/4. Je crois que c'est les 3/4. Ouais, je crois que c'est les 3/4 blessés ou tués. Je crois pas que ce soit tué les 3/4, mais je crois que c'est blessé ou tué les 3/4 de sa classe de Normal Sup. Une des rares écoles non militaires à avoir un monument aux morts dans son enceinte. Ah bah là, ils le méritent. Bon, moi, je sais pas quoi. En fait, j'allais dire, je sais pas quoi vous dire. C'est à la fois magnifique de sensibilité, c'est hyper précis. Chaque homme a un nom, chaque homme a un physique, chaque lieu a une description. Ça parle de tout. Ça parle de la mort qu'on donne, ça parle de la panique, de la mort des hommes, de l'amour aussi, de la fraternité des camarades. Et c'est de la littérature de guerre objective, ça fait partie des très rares modèles où c'est de la littérature par quasiment un historien témoin qui l'a vécu. Le livre est presque impossible à prendre en défaut sur la réalité de ce qu'il décrit. Et moi, ça fait partie des rares lectures qui m'ont fait... il y en a quelques-unes, mais qui m'ont fait ressentir physiquement quelque chose. C'est-à-dire que, franchement, j'avais froid quand ils avaient froid, quoi. Donc oui, c'est la thérapie d'un homme qui a besoin de se raconter. Oui, la guerre de 14, c'est vu, c'est revu, mais c'est pas un livre surfait. Voilà, c'est réellement, à mon sens, un livre qui est pas dans l'artifice, qui vous dépeint sans pathos rajouté, mais quand même dans l'émotion tout ce qui se passe. Je pense que c'est la version, c'est la version française de Rage d'acier, pas au sens de la comparaison des livres, mais au sens symbolique de comment on se représente le français et l'allemand. Le français un peu, pas romantique, mais dans l'émotion, et un petit peu plus, et cet allemand froid, quasiment la machine. Donc voilà. Et je trouve que autant... Je trouve que c'est un livre extraordinaire. Ah, je pense que vraiment, on peut avoir des goûts qu'il faut qu'on place des livres plus haut qu'ils devraient, parce que voilà, on a des sensibilités personnelles. Autant je trouve que celui-là n'est pas subjectivement un grand livre. Ou alors, il est au moins objectivement un immense livre de guerre. Vraiment, je pense que c'est un immense livre de guerre et que ça me paraît difficilement contestable, quoi. Vraiment, je crois que sur la forme et le fond, d'ailleurs, il y a, pour ceux que ça intéresse,
Témoin de Jean Norton Cru, qui analyse tous les récits, alors c'est un vieux livre aussi, des années 30, mais qui analyse tous les récits de guerre de 14-18 en les comparant à la réalité historique et compagnie, et le seul vraiment qui était dépeint comme quasiment identique à la réalité, c'est Genevois, par rapport à tous les autres qui avaient tendance à rajouter du romanesque ou du non-vécu à des choses. Voilà. Bon, après, forcément, il a 6 mois de guerre à raconter, enfin un peu plus, mais du coup, ça en fait un peu moins à dire, mais ça reste, ouais, c'est un immense témoignage. Et il renvoie une image de la guerre qui est assez particulière. Contrairement à Barbuse, qui est anti-guerre, ou Junger, où tu as vraiment l'impression qu'il a adoré faire ça. Il a adoré faire ça. Il a adoré faire ça. Genevois a vraiment eu quelque chose de... On n'aime pas ça, mais on est obligé de la faire. Ouais, puis il y a un côté plus sensible. C'est ça. Il y a un côté beauté de la guerre, mais beauté de la guerre parce que Junger va exalter la beauté de la guerre parce que c'est la forge de l'humain. Là, il y a un côté camaraderie, il y a un côté émotion. C'est pas que la guerre est rendue belle, mais elle est rendue humaine, quoi. Il y a cette dimension profondément humaine de la guerre et comme effectivement nécessité aussi. À partir du moment où vous n'avez pas le choix, il faut y trouver aussi. Pas forcément la beauté, mais les aspects de camaraderie et de lien humain qui sont les plus importants. Pour le coup, c'est vraiment à hauteur d'homme. On a un nom, c'est fou, et c'est très sensoriel. Ouais. T'as froid, t'as faim, t'as soif. Non, mais je pense qu'il avait une mémoire, aussi quasiment surhumaine. Je veux dire, ça tient de la pathologie. Où il notait tout, c'est vrai, aussi sans doute dans les carnets, mais même, il y a quelque chose de pathologique, quoi. Bien, enchaînons. Les 2 étendards, fatalement. Ouais, on dirait qu'on doit choisir que des livres et des auteurs maudits ou pas loin, quoi. Bon, je fais vite sur Robatet. Robatet, c'est effectivement l'image même du collabo de plume. C'est Je suis partout avec Brasillac dont Pierre a parlé. C'est Pierre-Antoine Cousteau, pour ceux qui ne savent pas, le frère du commandant au bonnet rouge. Donc ce sont les décombres aussi, le best-seller de l'occupation. C'est pas pour rien, Robatet c'était, je sais pas si on peut dire un polymathe, le terme est peut-être pas le bon, mais c'était un immense journaliste de politique, de cinéma et de littérature, c'était un polémiste, un écrivain et historien de la musique. Vous pouvez lire son histoire de la musique qui est toujours... Immense. Ah ouais, qui est toujours un énorme livre. Ouais, et qui est d'ailleurs ça étonne beaucoup les gens, mais qui est très moderne dans ses goûts. C'est-à-dire que la musique moderne lui plaît beaucoup. Ouais, mais comme Brasillac, même pour le cinéma. Même pour le cinéma, c'est quelqu'un qui avait des goûts assez modernes. Ouais, mais j'entends, mais si tu veux, ça a plus vieilli dans le sens où il arrête un peu d'écrire sur le cinéma après cette période-là, alors que sur la musique, il va continuer jusqu'aux années 60, parce que le livre est de 68, je crois, l'histoire de la musique, ou quelque chose comme ça. Donc le mec te dit, je sais pas quoi, Pierre-Henry, c'est vachement bien. Mais c'était, oui, comme Brasillac, quoi, t'as raison, mais c'est des gens qui étaient très modernes, ouais, c'est évident. Voilà, bon, toutes les questions de contexte, et effectivement la période 40-45, elle a rendu un certain nombre de personnages infréquentables, on se demande pourquoi. Bon, il n'empêche que les 2 étendards aussi, c'est écrit en partie dans un contexte particulier, puisqu'il est en tôle, d'abord comme condamné à mort, boulet au pied, puis de droit commun, et lui aussi, comme on l'a dit pour Brasillac, va avoir la chance d'avoir beaucoup de gens qui vont demander qu'il ne soit pas condamné à mort. Donc voilà, c'est un immense livre, et c'est pas pour rien que malgré l'auteur, ce soit toujours publié comme on le voit chez Gallimard. C'est encore un pavé, je pense d'ailleurs que j'en ai choisi beaucoup, et je crois que les 2 étendards, il doit faire à peu près 1300 pages. De quoi ? Non, c'est une connerie, je dis qu'il y en a 2 parce qu'il y a 2 étendards. Non, c'est un seul volume pour 2 étendards. Donc c'est une histoire d'amour, pour faire très simple, dans le Lyon des années 20-30, enfin c'est Lyon qui m'a le plus marqué parce que j'y vivais quand je l'ai lu, j'étais moi-même un Gaune. Là encore, ça fait partie de ces expériences de lecture assez marquantes pour que je me souvienne d'où j'étais exactement, dans quelles conditions je l'ai lu. Et c'est un des rares livres, il y en a une poignée que j'ai refermé à regret. C'est très étonnant comme sentiment parce qu'en même temps vous avez la satisfaction et l'insatisfaction, vous voyez, comme un bon restaurant, vous venez de vivre une excellente expérience et puis en même temps vous auriez aimé toujours plus. Donc j'ai dit une histoire d'amour, c'est plus que ça, c'est un trio amoureux comme notre Maeterlinck, c'est un trio amoureux dissemblable. C'est le choix entre l'amour de la chair et l'amour de Dieu, une description de toutes les couches sociales, de la jeunesse, du temps, et la seule faiblesse que je lui concède, c'est certains passages théologiques qui sont vraiment très très longs et très très didactiques pour être gentil. Du coup, le livre est sans doute un peu long, il est un peu boursouflé. Je pense que l'auteur a voulu tout dire de par le fait, de par les circonstances d'écriture.
Mais par contre, il y a une bonne moitié qui est divine. Et il y a des parties du bouquin qui ont leur place, je pense, sincèrement, au panthéon absolu de la littérature française, tout siècle confondu. Peut-être pas le livre dans son ensemble, mais en tout cas, il y a des parties qui sont vraiment divines. Et je pense même, pour être plus précis, et on a le droit de pas être d'accord, mais que c'est le dernier chef-d'œuvre indiscutable qui a été écrit en France. Voilà. C'est que mon avis, mais je crois que ça fait 70 ans qu'on attend qu'un livre puisse être indiscutablement classé dans cette catégorie. Je sais pas si vous en avez d'autres, moi j'en ai aucun qui me vient à l'esprit. Moi non plus. Et c'était le mot de Mitterrand, hein. Il y a 2 catégories de gens sur Terre. Tout à fait. Et ceux qui ne l'ont pas lu. Tout à fait. Ceux qui l'ont pas lu. Et en cherchant, fan de Pierre Boulez, ami avec. Mais oui, non, mais je te dis, c'était vraiment, c'est incroyable. C'est assez fou. Incroyable. C'est assez fou. Voilà. Les carnets, enfin bref, c'est dingue. Non, c'est très étonnant. Bah après, on oublie que ces gens sont de 2 époques. Le mec est né, je crois qu'il est né en 1903, Rebattet, donc il est mort en 72. Donc voilà, on a cette césure en 45 qui a tendance à pour nous, signifier le monde d'avant et le monde d'après, et on a du mal à croire que des gens puissent avoir vécu en étant modernes dans le monde d'avant et le monde d'après. Mais il y en a eu. Voilà, encore un. Alors, Le Cheval Rouge, Genio Corti, encore un nouveau méga pavé, puisqu'il fait à peu près 1400 pages. C'est pas forcément une volonté, vous voyez, moi j'en ai mis beaucoup plus, mais c'est que, comme j'ai dit, c'était des livres souvent trop longs pour que je le fasse en vidéo pour le moment, donc il se retrouve ici. Je suis sûr, même à 99%, que j'avais déjà parlé de Genio Corti sur Discord à l'époque où je faisais mes petites pastilles, là, où je faisais mes petites notes sur des livres avec La plupart ne reviendront pas. Faut dire que le mec a traversé le XXe siècle, puisqu'il est né en 1920, il est mort en 2010. Faut dire aussi qu'il s'est engagé dans les troupes italiennes et il a demandé à aller en Russie donc au début de l'invasion. Il a vécu la retraite sur le Don, donc un mois de retraite où il est un des seuls à revenir, donc il va en tirer La plupart ne reviendront pas, avant de se réengager dans les troupes de l'armée régulière contre les Allemands. Donc il a des choses à dire sur cette période, certes, mais surtout sur tout le siècle italien. Et donc en 1400 pages, il a la place pour le faire, surtout qu'il a mis plus de 10 ans pour l'écrire. Bon, comme les 2 étendards et comme le titre le laisse présumer, c'est un roman qui est profondément imprégné par le christianisme. Là, pour le coup, parce que l'auteur l'était, lui, à la différence de Rebattet. Et comme La Conjuration des imbéciles, c'est un roman qui sera refusé à de nombreuses reprises, mais cette fois, notamment parce que le livre, alors que l'on sent, tous ceux qui l'ont lu avant sentent que c'est un grand livre, mais il est très critique du totalitarisme, donc de l'URSS, alors que le marxisme culturel est encore assez important en Italie. Bon, il faut aussi dire qu'il est beaucoup plus critique du communisme que du fascisme, mais bon, il est aussi tributaire de son expérience. Il a vu la différence entre les 2 régimes, donc ça l'a marqué. Donc le livre est publié qu'en 83 dans une petite maison d'édition avant de connaître un succès très important. Donc on démarre avec nos personnages avant la guerre, donc avant la Seconde Guerre mondiale, on le suit dans la folie de l'URSS en guerre, puis dans la guerre en Italie, puis dans l'Italie jusqu'aux années 70 et le délitement politique, en tout cas aux yeux de l'auteur. Tout ça mêlant la grande histoire que l'auteur a vécue, qu'il transforme forcément en partie, et puis les petites histoires de cœur, d'amitié, de cul, de tout ce que vous voulez, dans une Italie qui a été profondément transformée, que l'auteur ne reconnaît plus, la toxicomanie et les divorces, voilà, alors que pour lui les piliers ça aurait dû être l'église catholique et l'industrie, donc pour lui ces piliers-là ont perdu la bataille culturelle. Et on suit donc principalement une famille, puis tous les personnages qui gravitent autour, avec quelques échappés en gros de 39 à 70, quoi, pour faire simple. Alors pareil, quand il y a des mauvais côtés, on n'hésite pas à le dire, hein. Il souffre, le bouquin, forcément, en 1400 pages de quelques longueurs, il y a quelques vues contestables, mais c'est encore une fois une immense fresque sur l'Italie du XXe, et les parties sur la guerre sont vraiment, notamment en URSS, sont vraiment magnifiques. Voilà. Donc il a été réédité en 2020, n'hésitez pas, c'est ce que j'ai mis en couverture et c'est ce que j'ai acheté. Et c'est vrai qu'on n'a jamais parlé des prix aussi, et là pour une fois je l'ai noté. Il coûte 25 balles pour 1400 pages, donc c'est pas scandaleux, vous pouvez vous l'offrir sans souci. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé des prix auxquels on trouvait les bouquins. Moi, normalement, tous les bouquins sont trouvables à moins de 25€, je pense. Ouais, pareil. Hein. J'avoue que je ne sais pas, j'ai pas regardé, mais on aurait pu le mettre, tiens, pour les gens. Peu importe, c'est pas très grave. Alors, Entre les rouges et les blancs, ouais. Alors là, c'est un peu particulier parce que effectivement, le livre est difficile à trouver puisqu'il n'a pas été réédité depuis les années 30. Donc c'est un peu plus emmerdant, mais il se trouve. Moi-même, j'ai pu l'acheter, donc c'est faisable. Donc, Edwin Winger, l'écrivain, l'auteur, c'est un archétype, celui de l'écrivain à succès qui est aujourd'hui complètement oublié. Il n'est pas le seul, hein, dans tous les pays d'Europe, vous en avez. Là, en l'occurrence, c'est un Allemand.
alors que ces livres ont été immensément lus pendant Weimar et après. Donc il est issu d'une famille allemande et russe, il est engagé volontaire sur le front de l'Est à 16 ans, dans l'armée allemande, hein, bien entendu, je précise, et il est fait prisonnier en 1904, puis il va se battre dans les armées blanches. Donc, il raconte ensuite son expérience dans les livres, dans les livres qu'il va écrire, et je trouve que il a un parcours assez intéressant parce qu'avec l'arrivée des nazis au pouvoir, il va se faire, enfin des nationaux-socialistes, excuse-moi Annie, il se fait écrivain du régime avant de finir, ascendance oblige, sa mère était russe, par critiquer l'Ostpolitik et l'infériorité raciale supposée des Russes, et il va devenir assigné à résidence et il finit même emprisonné par le régime, ce qui va lui épargner la dénazification, ce qui lui permet ensuite de continuer sa petite carrière tranquillement. Voilà le parcours classique d'un Allemand du temps dans tous les accidents de l'histoire. Donc Entre les rouges et les blancs, ça fait partie de la trilogie sibérienne qu'il écrit. Il est d'abord prisonnier, puis officier blanc, puis de retour en Allemagne. C'est un peu l'idée de cette trilogie. Je vais me faire le premier tome sous peu. Là, c'est le second. C'est un journal de guerre. Je fais simple. Il veut fuir vers l'Allemagne. Il est arrêté, donc il était prisonnier. Il veut fuir vers l'Allemagne. Il est arrêté, il est sauvé, mais il doit en contrepartie rejoindre l'armée blanche, où il va se mêler à d'autres officiers pour former une incroyable cour des miracles. Et donc le livre raconte l'offensive victorieuse de Kolchak, puis l'abominable marche des glaces à travers la Sibérie, avec tout ce qu'on peut imaginer. Et il va finir par être pris avec des camarades allemands par les forces rouges, et il termine par une évasion vers l'Allemagne. Le livre en lui-même n'est pas à proprement parler, c'est pas un livre de guerre, c'est un livre du sentiment des hommes, de leur destin, c'est une vraie galerie de personnages, et c'est vraiment un témoignage de cette folie du temps et des lieux, de l'immense machinerie du hasard aussi, et de ce point de vue, le fait qu'il soit lié à toute la tragédie blanche, qui est réelle, humaine, de Kolchak, fait qu'il n'a pas besoin d'ajouter du drame à ce qu'il raconte, c'est déjà des événements ultra dramatiques. Et de même que sa propre vie, puisque c'est un Allemand qui est parachuté là, qui parle russe, qui est animé de l'espoir de revoir les siens, a pas besoin de rajouter de l'absurde à l'absurde. On se demande ce qu'il fout là. C'est un parcours personnel vraiment incroyable. Il se retrouve à être l'acteur d'un rôle qu'il a absolument pas du tout, mais alors pas du tout choisi, et il garde assez de courage pour aller quand même au bout de la démarche, et assez de distance aussi pour rester en partie spectateur de tout ce qu'il voit. Et je pense que de toute façon, tout livre qui répond à la question de pourquoi les gens se battent reste en partie un bon livre. Et il y a une part de licence poétique, il y a une part d'exagération, mais le livre reste assez impartial, et voilà, je trouve qu'il est vraiment d'une profonde lucidité quand il paraît en 1931, et je pense que c'est vraiment un témoignage très très rare sur une campagne et sur des événements que l'on connaît très très mal. Voilà. Passons à la suite. Bon, là aussi c'est un pavé, le Parlement infernal, mais c'est un bloc de 150 nouvelles. Donc le Saki, son vrai nom c'est Hector Hugh Munro, c'est un Anglais qui est né en 1870 en Birmanie. C'est un journaliste, c'est un voyageur, c'est un novelliste, c'est tout ce que vous voulez, c'est aussi un homosexuel. Voilà, pour ceux que ça intéresse et pour ceux que ça motive à lire un livre. Et c'est aussi un homme qui va, à 44 ans, s'engager volontaire comme simple soldat au début de la Première Guerre mondiale, et qui va mourir dans la Somme en novembre 1916 en tant que sergent. Donc c'est un parcours assez étonnant. Et là aussi, dans les anecdotes, il va avoir la malchance de voir sa sœur détruire la plupart de ses papiers après sa mort. Donc j'aime bien toujours ces trucs un peu étranges où il nous manque toute une partie du personnage. Donc bref, homosexuel et écrivain anglais, il pouvait avoir qu'un côté wild. Donc tous ces courts récits sont profondément ancrés dans la société édouardienne, qui est décrite de l'intérieur par un observateur qui est très lucide, très sardonique, le fameux wit anglais, quoi, cet esprit très particulier, c'est incisif, c'est comment on dit, la schadenfreude, la joie mauvaise, cette espèce de truc un peu, cet humour à la fois aimable et assassin, c'est vraiment l'esprit anglais. C'est vraiment quelque chose qu'on connaît très mal, très peu français, ce mélange de froideur, de mépris, en même temps de profonde culture, et en plus lié dans les contes, dans les nouvelles, avec beaucoup d'absurde et de fantastique, enfin tout ce que donnera l'humour anglais par la suite. Il en est un des précurseurs. C'est la critique de la bourgeoisie, de son hypocrisie personnelle et de classe, de son progressisme aussi, par un homme qui est très conservateur et acide malgré son homosexualité.
Et la plupart des nouvelles sont vachement plus profondes qu'on le pense, c'est vraiment une réserve à aphorismes, et je pense que ce sont des livres éternels qui font toujours un peu sourire. Alors oui, 800 pages, 150 nouvelles, ça peut être un peu la gueule de bois, mais c'est un livre du coup qui peut se lire morceau par morceau. Voilà, dans le style lecture légère, moi je le recommande chaudement, même si encore une fois je pense pas que ce soit fait pour tout le monde, parce que ça demande d'être, comment dirais-je, sensible à une espèce d'impertinence qui est complètement désuète aujourd'hui. Les critiques qu'il peut adresser, et qui étaient très acides à l'époque, aujourd'hui nous paraissent vraiment désuètes, et on ne s'offusquerait pas pour ça. Mais c'est très intéressant, et c'est une plongée vraiment dans les débuts, on va dire, de cet humour anglais très particulier, sous la forme de beaucoup de nouvelles. Donc c'est une forme que moi avec laquelle je suis un petit peu moins familier, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et allez, dernier, forcément, il fallait finir avec du Bernanos, pas le choix. Voilà, on va pas refaire sa vie, hein. En plus j'en reparlerai dans une fiche littéraire dans quelques temps. Alors je sais pas quel est le meilleur Bernanos. Est-ce que c'est le romancier? Est-ce que c'est le pamphlétaire? Est-ce que c'est celui des années 30, des années 40? J'en sais rien. Peu importe, à la limite. Ce que je sais, c'est que ce livre, alors qui est de mémoire extrait de conférence qu'il a donné, ce livre, c'est son dernier combat. Non, je crois que c'est des conférences, vraiment. Je crois que c'est du... Je suis quasi sûr. C'est pour ça que je le certifie pas, mais de mémoire, je suis sûr à 90% que c'est des conférences. Mais je peux toujours me tromper, hein. De toute façon, qu'en faisant rien qu'on se trompe pas, donc je ne sais pas, mais je suis quasi sûr. Parce que j'ai des mémos, enfin j'y reviendrai après. Ce qui est sûr, c'est que c'est son dernier combat avant sa mort, hein, qui intervient peu après, parce qu'il meurt en 47, si je dis pas de bêtises. En fait, c'est pas tellement sur la forme ou sur le fond, parce que la forme, elle a sans doute quelques redondances, parce que justement, ça tient au discours oral de mémoire. De même que sur le fond, on a certaines obsessions comme la bombe atomique, je sais qu'il y revient beaucoup. Bon, ça peut nous sembler un peu, là encore, un peu désuet, parce que le monde a pas explosé 60 ans après, quoi, même 80 ans après. Je pense que ceux qui... par curiosité, je suis allé voir, et le livre est un peu critiqué, et je pense que ceux qui le comprennent pas sont des gens qui sont rétifs à l'espérance qui n'est pas l'illusion, bien sûr. Et voilà, faut lire Bernanos avec ses limites. Bernanos, le pamphlétaire, il est là pour toucher au cœur. Les critiques qui portent contre le rétrécissement de la France, le dressage par les machines, la jouissance de l'époque, tout ce qui devient une espèce d'anti-civilisation, c'est pas un manuel politique, c'est pas un corpus de doctrine philosophique clair. Voilà, il faut le prendre avec ces limites-là. Bernanos le romancier dont Pierre a parlé, c'est autre chose. Le roman, ça permet une certaine licence. Bernanos le pamphlétaire, je pense qu'il a plus de souffle, mais il faut pas non plus y chercher trop loin. Voilà, il faut aller y puiser des aphorismes. Ils sont légion, hein. Bernanos, c'est véritablement, je le crois, c'est un maître de la phrase. Et au-delà du matérialisme, je pense avec sincérité qu'une large part de ceux à qui ça déplaît, c'est la part de ceux qui se reconnaissent quand ils pointent la résignation, la soumission, la reddition, la gabegie démocratique. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut toucher les gens, mais dans un mauvais sens, en nous rappelant notre propre médiocrité et notre responsabilité collective devant la tournure que prend la société. Voilà, quand il nous dit que à chaque guerre pour la liberté, on nous prend 25% des libertés qui subsistent, je crois que ça a toujours une actualité. Je pense que ça se comprend que ça puisse faire mal à une certaine partie des lecteurs qui ne sont pas prêts à entendre certaines vérités de la part de notre ami Bernanos. Voilà. Ouais, t'as confondu avec français, si vous saviez. Oui, pour moi, oui, j'en étais quasiment sûr. Je peux pas on n'est jamais sûr de rien. Il vaut mieux pas trop s'avancer, mais je me souvenais que c'était extrait effectivement de conférence. Voilà pour moi. On en a fini, les amis. On a présenté 10 bouquins chacun. C'était très intéressant. Je crois qu'on a eu pas mal de lectures différentes. Je pense qu'on le refera. Bon, pas tout de suite. Mais pourquoi pas l'an prochain, tu vois. Moi je sais que j'en ai une fois que j'ai terminé ma liste, je me suis dit putain, pourquoi j'ai pas présenté celui-là. Donc si vous êtes chaud, on se refera ça. Ouais. On laissera passer un peu de temps. Donc voilà pour ce soir. On a dépassé l'horaire de une petite demi-heure tranquille. 1h30 prévue. Ouais, 1h30 prévue, 2 heures dans les faits, mais bon, c'est comme ça. Quand c'est gratuit, tu profites.
Ok, donc, et ben voilà pour ce soir. Nous, on se retrouve vendredi, 21h, pour la suite de notre petite partie en ligne. Dimanche, pareil, dimanche 21h, œuvre choisie, Van Keyserling. Donc on va encore parler d'Allemagne, de Germado Balt cette fois, mais ce sera la dernière, promis. On y reviendra ponctuellement. Et puis, alors mercredi prochain, du coup je lance l'annonce, mais bon, normalement j'ai un créneau de réception, mais a priori je pense qu'il sera vide. Donc soit on se refera un petit Verdun, soit on se fera un petit... Ah, je sais pas si... Skiros, t'étais là toi quand on avait fait ce truc là, K-Culture, ça te dit quelque chose ou pas? Ah, mais si j'en ai fait avec toi, ouais. J'en ai fait avec toi, tout à fait. J'ai Ok. des souvenirs. C'est vieux, hein, je crois que ça doit faire... Michael Phelps, tout ça. Ouais, ça doit faire 3-4 ans. Mon cerveau malade. Bon, peut-être qu'on se refera ça s'il y a des volontaires, l'un ou l'autre, à moins qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour une réception, mais en une semaine, ça laisse un temps restreint. Et puis, la prochaine tier list, ce sera sur les livres d'histoire. Si vous voulez revenir, vous êtes les bienvenus. Cette fois, on n'en présentera que 5 et peut-être qu'on alternera entre les intervenants. Ouais, je pense. Je suis moins calé sur ce sujet. Ouais, Moi, j'ai commencé ma liste. Ah, excellent, cool. Il y a Vaito qui veut venir. Et encore une fois, il m'a filé ses bouquins. Alors, ils sont, tu vois, c'est dans une démarche tout à fait différente. C'est beaucoup plus précis, beaucoup plus sur vraiment du détail historique. Moi, j'ai fait comme celui-là, un truc un peu grossier, mais je pense qu'on en fera que 5 parce que l'histoire, c'est un peu plus... Ouais, c'est un peu plus roboratif, quoi. Donc, mais encore une fois, s'il y a des gens qui sont intéressés pour venir présenter des livres d'histoire, n'hésitez pas. Pour le moment, on est 3. Si on peut, vu la dimension du truc, on peut être 4 ou 5 sans souci, vu qu'on en présente que 5. Donc voilà, avec grand plaisir. Ce sera dans 3 semaines, parce qu'en fait, je devais partir en vacances, mais je pars pas. Donc du coup, mon calendrier, c'est de la merde. Et puis voilà. Donc je vous dis à vendredi, les gars. Et puis pour les autres, bah pareil, à vendredi. Et puis d'ici là, passez une bonne semaine à tous. Allez. À vendredi. À plus.